avec moi. Bonjour aux millions, je crois, de téléspectateurs de Vision 4 qui, pour l'occasion, sont aussi les miens. Vous me voyez avec une mine attristée, je crois que c'est inscrit dans le débat aujourd'hui. On va parler tout à l'heure. Tout à l'heure, j'y reviendrai tout à l'heure, mais permettez-moi de saluer certains de mes concitoyens que j'ai laissés hier dans l'arrondissement de Bicoque et à qui j'ai dit que j'étais invité de votre émission et ils se sont arrangés à trouver des groupes électrogènes parce que de ce côté-là, il n'y a pas d'électricité courant, comme on dit. Eh bien, je leur dis merci parce qu'ils m'ont appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils sont déjà avec le groupe électrogène. Avec le tout petit écran et ils sont sûrement en train de me regarder. Je leur dis merci pour cette amitié. Professeur Jean Berbec, merci d'être sur le plateau ce dimanche pour boucler cette année 2020. Bonjour et bienvenue. Merci Jean-Jacques. Vous rapprochez du micro. Merci Jean-Jacques, merci à tous les panélistes et bonne arrivée. Mais surtout, je voudrais transmettre mes vœux patriotiques à tous les Camerounais, déjà, mais aussi à tous les UPCistes. Et merci pour l'occasion que vous nous donnez de clôturer l'année. Et je voulais leur dire que la lutte continue. La lutte continue. Le problème maintenant, c'est les méthodes de lutte et les objectifs. Mais il faut savoir que finalement, la vie est ainsi faite. Comme disait la mère Founing, c'est un combat. Battez-vous. UPCiste, on parlera de l'UPC avec la seconde grande thématique de ce programme. Avec Parfait Vous, mais également, on parlera du SDF, le Social Democratic Front. Il a été candidat aux élections législatives. Ça n'a pas beaucoup marché. Le combat se poursuit. Parfait Vous, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, bonjour au panel. D'ailleurs, je vous adresse d'abord mes félicitations parce que vous avez été nommé et je n'ai pas eu l'occasion de le faire. J'espère que les réformes que vous apportez vont nous aider, vont nous permettre d'avoir une télévision meilleure. Et d'ailleurs, je le constate tous ces jours-ci, la qualité du panel a un peu changé. Et puis, les informations dans les réseaux sociaux critiquant particulièrement cette télévision ont aussi un peu baissé. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, bon, je suis là. Merci de m'avoir invité. Merci, Parfait Vous. Merci également à Lucien Bidima-Bissot, qui est un habitué de ce plateau. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'un des communicants d'ailleurs. Il est chargé de la communication également à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Lorsqu'on a parcouru la presse ces dernières semaines, celle qui propose le bilan de l'année, on a toujours l'impression que la CNPS s'en sort avec un profil très haut. L'année a été bonne là-bas. D'abord, je remercie tous vos téléspectateurs. L'occasion pour moi, quand même, de présenter mes vœux au chef de l'État et à tous les militants du EC, particulièrement les militants de la Meufou Famba et l'Enveleux, parce que vous avez oublié, je suis aussi président des élites de ce côté. Et maintenant, à la Caisse nationale de la prévoyance sociale, il faut commencer par dire que je crois que s'il y a un domaine où il n'y a pas assez de quoi, c'est la sécurité sociale au Cameroun. Parce que de bilan en bilan, on se rend compte qu'aujourd'hui, la CNPS est le premier organisme de sécurité sociale en Afrique, l'un des meilleurs au monde. Nous accusons aujourd'hui des réserves assez importantes qui nous permettent de garantir la pérennité des cotisations sociales, des réserves qui s'élèvent à plus de 300 milliards de francs, des investissements à près de 500 milliards de francs. Une fois de plus, je viens de participer au conseil d'administration parce que je suis administrateur. Et nous avons affiché cette année, malgré le Covid-19, un bilan positif de près de plus de 50 milliards de francs. Et pourquoi cela? C'est une politique qui est menée, bien évidemment, par le directeur général, M. Moukoula Kambondo, Alain Noël Olivier, mais également par l'ensemble du personnel. Il a su impliquer, impulser quelque chose de formidable au niveau de la gestion administrative. De ce côté-là, nous avons ce que nous appelons le plan stratégique. Nous avons une vision bien claire, avec des objectifs bien précis, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État a pris des mesures très importantes pour favoriser le bien-être des pensionnés. Car tenez, au-delà du
du déplafonnement, et avant comme on peut dire, la retraite, la pension la plus élevée était de 150 000 francs. Grâce au déplafonnement, aujourd'hui, la retraite la plus élevée est de 450 000 francs. Et après, malgré les mesures du Covid, il a demandé qu'il y ait une augmentation de 20% de ceux qui n'avaient pas bénéficié de ce déplafonnement. Vous voyez donc aujourd'hui, on peut dire que la sécurité sociale au Cameroun se porte bien. Une politique bien évidemment impulsée par le chef de l'État qui a fixé des objectifs et des objectifs clairs qui sont en train d'être mis en place. Et je crois que nous n'allons pas nous arrêter là parce que à côté de ce que nous appelons l'assurance obligatoire, c'est-à-dire vous et moi, il y a ce que nous appelons l'assurance volontaire. Le chef de l'État a mis en phase de savoir que tout le monde, tous les Camerounais, il faut le dire tous les jours, peuvent bénéficier de la pension vieillesse et invalidité décès. Que ce soit les Abba Salam, que ce soit les ouvriers, que ce soit les planteurs, etc. Donc au Cameroun aujourd'hui, la sécurité sociale est de plus en plus étendue vers toutes les couches sociales. Et cela parce que nous avons suffisamment de réserves, nous avons les moyens de notre politique, il faut s'en féliciter. Donc je termine par là en disant que nous avons eu un partenariat très fort avec Vision 4, bref le groupe Anecdote, qui nous accompagne dans cette sensibilisation. Et j'invite ici les hommes politiques, et pour une fois, à sensibiliser, pourquoi pas leurs militants, partout où ils se trouvent, de dire la sécurité sociale au Cameroun est une question de tout le monde. Tout le monde peut être affilié au niveau de la branche de la pension vieillesse invalidité décès pour ceux qui ne travaillent pas. Ça doit être un devoir, c'est un devoir humain de savoir qu'on peut garantir ces vieux jours. Donc, voilà, je vous remercie. Le message est passé. Les hommes politiques sur le plateau ont certainement bien reçu le message. Adressez-vous aux militants en des termes qui montrent que la sécurité sociale se porte plutôt bien dans notre pays. Dieudonné Somba est là pour cette dernière de l'année 2020, consultant permanent sur le plateau du club d'élite. Bonjour Dieudonné Somba et bienvenue. Bonne année déjà. Bonjour et bonne année à tous les Camerounais, à tous ceux qui nous suivent. On va commencer par vous. Le sujet n'était pas forcément inscrit à l'ordre du jour, mais la catastrophe sur l'axe Yaoundé-Bafoussam très tôt ce matin nous impose cet arrêt. Le ministère des Transports avait lancé l'opération Zéro Accident en cette période de fête de fin d'année, mais la catastrophe a annoncé, dont les chiffres et les images donnent pratiquement froid au dos, montrent que c'est une opération difficile à tenir au Cameroun chaque année. Non, tout ce que le ministre des Transports peut faire, c'est limiter les occurrences d'accidents. Mais pour une activité comme le transport, on ne peut pas exclure. C'est impossible d'exclure l'accident. Et c'est d'autant plus que tout ne dépend pas seulement de sa volonté. Il y a déjà les conditions même de circulation, il y a l'état des routes, il y a l'état des véhicules, il y a le comportement des chauffeurs. Il y a tous ces facteurs-là qui font que, quels que soient les efforts du ministre des Transports, il ne peut pas réduire le risque à zéro. Il faut tout simplement regretter que jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve toujours avec une accumulation de facteurs dont on aurait quand même dû réduire l'importance, des facteurs accidentogènes. C'est-à-dire, lorsqu'on roule dans ces routes, sur ces routes, on se retrouve... déjà, les routes sont très tordues, elles sont étroites, elles sont mal entretenues. Ça, c'est déjà de manière objective des occurrences d'accidents. À côté de ça, il y a les usagers eux-mêmes. Il y a les conditions d'exercice des agences de transport qui très souvent mettent davantage l'accent sur la rentabilité financière à très court terme plutôt que sur la sécurité des usagers. Donc il y a tout ça, il y a même les instances à charge de régulation comme la police, la gendarmerie, qui sont très souvent très tolérantes, en contrepartie généralement d'une sorte de péage privé. Parce que lorsqu'on voit ces barrières, c'est en réalité des péages privés qui sont là pour prélever leur dû. Et donc, on comprend très bien que lorsque la régulation change de nature et devient un péage privé, elle ne peut plus assurer correctement la régulation. Donc, bon, moi j'ai vu, le ministère des Transports a mis
quelques-uns de ces agents sur le terrain, sur les routes. D'abord, quand on les voit, on voit ces gens qui représentent le ministère des Transports. Ils ne payent pas de mine, hein. C'est-à-dire que ils font des petits barrages, ils n'ont pas de professionnalisme, ils n'ont pas de formation, ils sont mal élevés. Et ils ont aussi tendance à adopter les méthodes de la police, de la gendarmerie. Donc, c'est-à-dire se faire ils sont en route. Donc, ils sont en route, comme ils sont en route. Bref, c'est vraiment pas... Je pense que c'est un fardeau beaucoup trop lourd pour les épaules du ministère des Transports. Professeur Baïbek, chaque année, la même opération est lancée, 0 accident. Les chiffres montrent qu'on a en moyenne 900 à 1500 morts par an sur les axes routiers. Une opération comme celle-là, 0 accident en période de fête de fin d'année, s'il faudrait qu'elle porte des fruits, il faut actionner prioritairement quel levier? Merci, M. Jean-Jacques. Vous me posez une question là, qui relève de mon métier et pour laquelle je me suis battu près de 15 ans. J'ai fini par jeter l'éponge. Parce que je ne suis pas écouté. Si la République forme ses enfants, ils vont apprendre l'expertise. Moi, j'ai passé 4 ans ensuite à n'apprendre que ça. Je viens ici, vous me fermez, vous me martelez. Même les gens que vous formez, vous n'utilisez pas. Et c'est grave, c'est quand on arrive sur un plateau comme ça, vous allez vous rendre compte que tout le monde soulève des problèmes secondaires. C'est un problème qu'on a opposé dans l'un des plus grands pays du monde. Et ça a changé la République, le problème de la traumatologie routière. L'un des facteurs primaires de réduction des accidents et qui est majeur est la qualité de l'infrastructure. Vous ne pouvez pas, après 60 ans d'indépendance, avoir entre la 2e et la 3e ville du pays moins qu'une autoroute. Vous allez construire les autoroutes quand? Vous n'avez pas non plus un train à double voie. Vous allez vous développer quand? On va où? Et ce qui est grave, c'est que l'élite que vous réunissez ici ne voit pas ça. L'élite, c'est pour voir. L'élite est comme en médecine, tout le monde ne voit pas le microbe. Au laboratoire, on voit le microbe. C'est l'élite qui est le microscope. Je suis étonné que l'élite dise que c'est les affaires des gens en route, c'est les affaires des gendarmes, mais bien sûr, c'est des problèmes secondaires si vous n'avez pas d'infrastructure. Première chose majeure. Deuxième chose majeure, vous n'avez pas un système de ramassage et de traitement des blessés. C'est tout un système. C'est ça qu'Olangana voulait faire. Vous connaissez le problème, Olangana, SAMU. Vous savez que chaque ministre de la Santé a son obsession. L'obsession de Olango à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes avec nous. Problème d'ego. Hein? Mais on admirait parce que c'est un type compétent. Et il avait fait la fixation sur le SAMU. C'est-à-dire que Makenene ne doit pas avoir trop loin un système qui va ramasser les blessés. Et il ne s'agit pas seulement de ramasser. Parfois, il faut casser la voiture qui est dans un ravin. On appelle ça le balisage. Absolument. OK? Mais vous ne pouvez pas faire tout ça. Si vous mettez KO tous les gens que vous formez, moi peut-être, mais il y a d'autres. Donc voilà deux facteurs majeurs. Un, la faiblesse, le caractère rudimentaire de l'infrastructure. Sur aucun pays équivalent, on ne trouve entre la 2e et la 3e ville, qui ont chacun entre 2 millions et 1 million d'habitants, et donc qui ont un flux énorme, une ruelle comme celle-là, qui en plus est en piteux état. Et dans ce que je dis la même chose pour le système de ramassage, entre Bafoussam et Yaoundé, Yaoundé lui-même n'a pas un trauma center. Il n'y a pas un endroit où, j'avais fait une étude à l'époque, on était très content, feu attendre moi, mon ami, l'anesthésiste. On avait pu découvrir que ceux qui sont vraiment bien cassés, qu'on appelle les polytraumatisés,
Nous, on n'a même pas le temps de les recevoir. Ils meurent entre le lieu de l'accident et le transport qu'il est pris en cadre, mais dans un taxi. Mais nous nous comportons, et c'est trop grave. L'élite est trop limitée. L'élite ne pose pas ces problèmes-là, à fond. Mais ce n'est pas, il ne faut pas être professeur de traumatologie. C'est une question de culture. Il faut que les Camerounais lisent. Il faut que les Camerounais voyagent, ils voient, et qu'ils ouvrent les yeux quand ils voyagent. Alors, Maintenant, il y a les problèmes secondaires. Les problèmes secondaires, c'est comme quoi? C'est par exemple, les gendarmes sont montés et descendus, les chauffeurs sont ivres ou bien non pas concentrés. On va seulement dire que, en attendant quand même que l'État arrive là, que chacun se prenne en charge. Alors, l'élite qui s'exprime sur la question, professeur Kovono, indique que 80% d'accidents sur nos routes relèvent des causes humaines, dont nous, l'irresponsabilité des chauffeurs est toujours brandie. D'ailleurs, après des accidents comme ceux-là, on arrive toujours à la suspension. La qualité est rudimentaire et c'est ça la cause majeure. Voilà, pour parler des chiffres proposés par les pouvoirs publics, c'est 80% de causes humaines, professeur Kovono. Je partage l'analyse du professeur Baïbek qui, de mon point de vue, a tout à fait raison. Il est important que nous ne nous limitions pas à pleurer simplement nos morts. Il faut laisser les intelligences dans un pays s'exprimer lorsqu'il y a un événement comme celui-là. Ce qui ne me semble pas être le cas, parce que nous connaissons très bien notre contexte. On empêche la pensée de se développer, la pensée de s'exprimer. Il est important, comme disait le professeur Baïbek, qu'on essaye de creuser les choses en profondeur, au lieu de se contenter de soigner les symptômes. Je parle là comme le médecin qu'il est, mais il faut aller chercher le cancer là où il se trouve. Et le cancer se trouve d'abord sur le plan structurel. Il a parlé des routes. Comment expliquer qu'il y a un triangle de la mort que nous connaissons tous, qui relie les plus grandes régions du Cameroun sur le plan, pourrait-on dire, de la politico-économique et démographique. L'axe Yaoundé, le centre politique en plus, le littoral avec Douala, l'ouest, quand nous savons la masse de population, surtout les week-ends, les gens qui partent de Douala pour Bafoussam à l'ouest, de Yaoundé pour Bafoussam et inversement. Que ce triangle soit constitué de pistes et de pistes mal entretenues. Je pense qu'il faut interroger de ce côté-là l'homme politique. Et c'est pour ça que j'aime toujours me poser la question. Dans ce pays, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Mais avant les routes, ou pendant qu'on interroge les routes, que dire les pistes? Il faut s'interroger sur ces engins-là qui nous transportent. Où est-ce qu'on achète ces engins-là? Pourquoi devons-nous accepter que notre pays, le Cameroun, je ne parlerai pas de l'Afrique en général, soit la poubelle des véhicules déjà utilisés et suffisamment usagés en Occident? Il n'y a pas une barrière au Cameroun, en tout cas institutionnelle, sur l'âge d'importation des véhicules. C'est là qu'il faut interpeller l'homme politique, parce qu'on ne devrait pas accepter. Autant on le dirait des vêtements que nous portons, qui viennent d'ailleurs, qui transportent plein de maladies, pas seulement la Covid-19, autant on doit s'interroger sur cette poubelle, ces poubelles qui nous transportent tous les jours. On peut se poser une kyrielle question. Tiens, vous parlez de visite technique. Ça veut dire que lorsqu'un engin roule, il se détériore forcément. Il s'use. Est-ce que dans ce pays, on s'est interrogé sur les garages dans lesquels ces véhicules sont entretenus? Le premier kidam du quartier prend une clé et vous démonte une roue et la replace. On ne s'interroge pas sur ses compétences, on ne s'interroge pas sur sa moralité, et il démonte ainsi la roue et remonte la roue
d'un véhicule qui doit transporter 70 personnes, 70 vies. Et lorsqu'on sait que chaque vie dans un car représente une famille pour lesquelles on doit pouvoir multiplier le nombre de ceux qui sont dans le véhicule par 3, par 4, par 5, par 6. C'est un drame qui ne se limite pas au simple événement que nous déplorons aujourd'hui. Il faut pouvoir qu'on s'interroge en profondeur et en nous interrogeant, nous devons interroger la gouvernance actuelle. Alors, on a posé des questions sur la présence ou pas d'un pilote pour conduire ce pays. On a interrogé la qualité des infrastructures et autres. Lucien Bidima, les accidents se multiplient. On est pratiquement à 16 583 cas d'accidents selon les chiffres de 2019 par an dans notre pays. Ces questions, finalement, elles ont tous les sens. Je ne partage pas leur avis. On n'est pas je ne peux aussi. pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les deux professeurs essaient d'éviter le problème. Quel est le problème? Il y a eu accident. Quelle est la raison de cet accident? Et je les comprends, peut-être leur emploi du temps aujourd'hui ne leur permettent pas de faire le voyage au jour d'aujourd'hui de Yaoundé-Bafoussam. Je vais vous apprendre effectivement qu'il y a des grands travaux qui sont en train d'être faits entre Yaoundé et Bafoussam et qui sont suffisamment avancés. Le problème qui s'est posé cet accident, ce n'est pas un problème d'infrastructure. Je suis désolé. Parce que si vous parlez d'infrastructure, on va s'interroger et faire un certain bilan. Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 6000 km de routes bitumées au Cameroun. Et que les grands travaux sont faits effectivement au niveau de ces différentes boucles. Ce n'est pas un problème. Mais la question d'infrastructure, par exemple, ce n'est pas un problème d'infrastructure. Alors, le problème qui se pose, le gouvernement a fait une étude. Cette étude démontre aujourd'hui que 80% des accidents sont dus aux causes humaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Une voiture qui vient, qui cogne l'autre, et puis il n'y a pas suffisamment de gens, et puis ce n'est pas un problème de route, professeur. C'est un problème humain, un problème de sensibilisation. C'est un problème qui devrait vous concerner. En disant que si aujourd'hui on a des morts, au-delà de dire que la route est montée, descendue, alors je viens de m'interroger là. Faites le tour dans le monde entier. Il y a des accidents. Pourquoi il existe des accidents aux États-Unis? Pourquoi il existe des accidents en France? Et je m'interroge, le Cameroun n'est pas le premier pays en ce qui concerne les accidents. Tout au contraire. Lucien Bidima. Oui. Alors, mais je dis personnellement, on y va. On peut en très bien. Jean-Jacques, Monsieur Bidima, oui. c'est pour vous relancer, on ne vous coupe pas. Voilà. On vous relance pas, on vous relance justement. Parce qu'ils ont parlé, la personne les a interrompus. Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de l'offre routière que nous avons problème, sur la route Yaoundé-Bafoussam ou sur la route Yaoundé-Douala? J'ai dit bien que les travaux, Jean-Jacques Zé, faites un tour au jour d'aujourd'hui. Les travaux sont en train d'être faits à des coûts de milliards de francs pour améliorer la route Yaoundé-Bafoussam. Mais c'est pas une nouvelle route. C'est pas l'autoroute. pas un problème de route, les accidents au Cameroun. Le problème d'infrastructure ne se passe pas en première position. Parce qu'il y a eu... Est-ce que c'est un problème d'autoroute, professeur? C'est parce qu'il y aura autoroute qu'il n'y aura pas d'accident? Comme il n'y a pas, Permettez. Il va chuter. Vous allez le relancer. Je vais vous donner. Il ne faut pas les autoroutes. Je vais vous donner l'opportunité de relancer tout à l'heure. Qui chute, professeur? Qui chute? Pour que ce débat soit vraiment sérieux, il est sérieux déjà. Respecter la parole donnée. Très bien, allez-y, vous avez la parole. Dans le RDPC, nous sommes respectueux des autres. Donc permettez que j'analyse comme vous avez analysé. Et permettez que je ne sois pas d'accord avec vous. Et je ne serai jamais d'accord avec vous. Alors, mais j'ai dit, ce n'est pas un problème d'infrastructure. C'est un problème, il faut sensibiliser les Camerounais. Continuez à dire, effectivement, que moi je suis d'accord. Que vous avez cette non, petite oui, je peux être d'accord. Il n'y aura jamais un développement totalement fini dans un pays. On est d'accord avec vous. Il n'y aura jamais suffisamment de routes terminées. Sinon, aujourd'hui, on ne ferait plus de routes en Chine, aux États-Unis, en France, etc. C'est un problème de sensibilisation. On doit pouvoir améliorer. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'améliorer avec ce qui est fait aujourd'hui? Où mettez-vous tout ce que le gouvernement camerounais est en train de mettre en place pour améliorer ces routes? Où mettez-vous tout ça? Nous étions en 1982. Si on fait le bilan de 1982 à 2020, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de changement? Il y a eu des améliorations. Mais le gouvernement fait sa part.
il faudrait que vous aussi, que vous fassiez votre part. Cette part, c'est de sensibiliser les Camerounais, c'est de sensibiliser les chauffeurs, de sensibiliser les agences de voyage, de sensibiliser les groupes porteurs. Et de dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être même mettre en place une autre éducation à ce niveau-là. Très bien. Pour de plus en plus restreindre cela. Donc, je ne voudrais pas qu'on mette tout et jusqu'à s'interroger, professeur, si ce pays est gouverné. Oui, le pays est gouverné. Il y a bel et bien un pilote. Et c'est parce qu'il y a bel et bien un pilote que le Cameroun avance. Très bien. Merci Bidima. Est-ce que ce pilote a la bonne information? Parfait. Vous, sur les routes que vous prenez régulièrement, Lucien Bidima estime que beaucoup de choses ont été faites aujourd'hui. On a 6000 km de routes bitumées et que le problème n'est pas forcément d'avoir l'autoroute et que on doit sensibiliser. Permettez à Parfait vous de répondre. Vous allez revenir tout à l'heure. On vous proposera quelques minutes supplémentaires sur cette thématique qui s'est imposée. Parfait, vous avez la parole. Jean-Jacques Zé, en mémoire de la trentaine de morts, je vous demande de passer la parole à d'autres personnes. Je n'ai rien à dire sur ce sujet. Vous êtes choqué. Choqué. Par le nombre de morts. Choqué. Vous n'êtes pas choqué par les développements qui sont faits sur le plateau? Non, choqué par le nombre de morts, par ce qui s'est passé et en respect de ces mémoires, passer la parole à d'autres personnes. Alors, la passe à Dieu de Nessomba. 100 milliards de francs CFA de pertes annuelles dues aux accidents de la circulation. Est-ce que ce n'est pas énorme? C'est même excessif. C'est même excessif. Mais je crois qu'on doit aborder ce problème-là de manière assez, je dirais, dépassionnée. Les autoroutes ne se construisent pas ex nihilo. Ça se construit sur la base du budget, d'un budget. Le budget traduit les prélèvements que l'État fait sur le système productif local et donc ça traduit les capacités opérationnelles de l'État. Est-ce que notre État, avec sa configuration productive, qui est essentiellement une économie extravertie, est capable de se doter d'autoroutes? Ça, c'est la première question. C'est très difficile, parce que lorsqu'on voit les phases d'investissement du Cameroun, on sait très bien que le Cameroun a connu 3 phases. La première, c'est lorsque le prix du cacao et du café se portait très bien, cacao, café, coton, pendant les années 70. La deuxième phase, c'est lorsqu'on a connu le pétrole, dans les années 80. Et la troisième phase, c'est ce qu'on tente de faire aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas un pays qui est capable de réaliser les investissements comme il veut. Ça fait donc que les autoroutes, on peut les souhaiter, mais les moyens opérationnels ne permettent pas au Cameroun de construire une autoroute Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam, Yaoundé, tout en s'occupant des autres secteurs. Justement, parce que l'une des questions posées au Cameroun est celle la fois, on a de la peine à achever. Non, tout à fait, parce que lorsqu'on voit les routes, M. Bidima a dit tout à l'heure qu'on entretient, on mobilise des ressources pour entretenir la route Yaoundé-Bafoussam. C'est le cas pour toutes les routes. Et la question d'ailleurs essentielle, c'est que ces routes ont été construites il y a 30-40 ans. Est-ce que ces routes ont été économiquement rentables? Et si elles ont été économiquement rentables, pourquoi elles n'arrivent pas à s'auto-entretenir? Pourquoi faut-il encore aller voter un nouveau budget? Par exemple, la route Ngaoundéré-Kousseri. Cette route est totalement dégradée au point où il faut aller voter un nouveau budget pour la reconstruire. Bon, lorsque vous réalisez des investissements qui, au terme de leur vie, vous êtes obligé de revoter d'autres budgets, ça veut dire que le système ne marche pas. Donc, la plus belle fille ne peut donner que ce cas-là. Le budget du Cameroun n'a jamais prévu des autres. Il a prévu des routes, ces axes lourds. Ce qu'on demande à l'État, c'est bien entretenir ces axes lourds. Ça, c'est sa faute. La faute de l'État, c'est surtout au niveau de sa capacité à entretenir ces axes. Ce n'est pas dans sa capacité à produire une autoroute. Une autoroute, l'Assemblée nationale n'a jamais voté d'autoroute en dehors de l'autoroute Yaoundé-Douala. On ne peut pas les reprocher à Biya de n'avoir pas l'autoroute Yaoundé-Ngaoundéré dès lors que l'Assemblée nationale qui gère le budget ne l'a pas voté. Donc, je dis,
Par contre, ce qu'on peut reprocher au système, c'est son incapacité à bien entretenir les routes. Ça, c'est vraiment sa faute. En second lieu, lorsque les routes sont déjà données, c'est un État. C'est des investissements de type structurel. Il faut également mener une action pour mieux optimiser l'usage de ce qu'on a, de ces routes-là. Et c'est là que le problème se présente. Les accidents sont toujours viennent toujours d'une cause multifactorielle. C'est-à-dire beaucoup de facteurs. Il n'y a pas un facteur qui dépasse l'autre. Le problème des routes doit être posé. Nous avons la route Yaoundé-Douala, elle est comme ça. On ne peut pas la changer du jour au lendemain. On attend de construire une autoroute, ça fait combien d'années? Et on a déjà fait combien de kilomètres? Ça, c'est difficile à faire. Pour le moment, on a une route. Il faut donc optimiser cette route-là. Et c'est ce qu'il faut. Le reproche à faire à l'État, c'est qu'il optimise mal la route. Mais à côté de ça, il y a tous ces acteurs. On a cité les agents de voyage, on a cité le comportement des chauffeurs, on a cité le comportement de la police, on a cité tous ces facteurs-là s'adjoignent pour aggraver la dangerosité de la route. On ne peut pas exclure un. C'est le résultat inverse plutôt. Lorsqu'on voit tous ces gens en route, le ministère des Transports, la gendarmerie, la police et autres, on s'attend à ce que les accidents puissent être réduits. Oui, bien sûr, c'est ça l'objectif. Mais je dis donc que les défaillances dans leur manière de faire aggravent, c'est-à-dire ne fournissent pas l'impact attendu sur la réduction des accidents. Par exemple, lorsque la police ou la gendarmerie ou même les services du transport ne sont pas assez rigoureux pour éliminer les véhicules qui présentent des défaillances manifestes, eh bien, ils multiplient les risques. Tout ce qu'on faut demander, moi je crois que nous devons vivre avec le Cameroun tel qu'il est. On ne peut pas aller souhaiter vivre dans un pays qui... Parce que ces pays ont été construits chez eux. Les Camerounais même ne sont pas prêts à travailler dur pour construire leur pays. Mais ils veulent que leur pays soit construit spontanément, comme si le chef d'État avait une puissance magique. Il est vrai que lui-même, en se passant pour une sorte de divinité, aggrave cette perception. Le chef d'État, au lieu de se présenter comme un haut fonctionnaire à qui on a confié le mandat de gérer le budget pour réaliser des objectifs, il se passe pour une sorte de divinité qui remet les infrastructures de manière magique. Conséquence, au lieu de lui demander comptes sur le budget qui a été voté, on se met à lui demander des autoroutes. On lui demande des autoroutes. Est-ce que c'est lui qui fait des autoroutes? C'est à lui de penser aux autoroutes. Non, c'est le budget qui fait les autoroutes. Qui fait le budget? Qui fait le budget? Non, c'est l'Assemblée nationale, la représentation nationale qui fait le budget, sur la base évidemment des propositions du gouvernement. Mais on ne peut pas aller demander à quelqu'un ce qui n'a pas été prévu. Par exemple, un train à double voie, chemin de fer, à double voie. Tant qu'on n'a pas proposé ça à l'Assemblée nationale, et tant que l'Assemblée nationale ne l'a pas adopté, on ne peut rien reprocher de ça. Très bien. Vous avez la parole. Allez-y, professeur Baïbek. On va permettre... Professeur, attendez, non, je vais répondre au professeur. Oui, parce qu'il a pris le cas du Sénégal. Ce n'est pas le président sénégalais qui a décrété qu'on ait l'autoroute. Le président sénégalais a fait une proposition qui a été adoptée par l'Assemblée. Alors, pourquoi on n'en fait pas? Pourquoi chez nous on ne fait pas cette proposition pour ce Baïbek? Non, là, c'est autre chose. Tout à l'heure. Jean-Jacques, c'est-à-dire que M. Bidjima, avec tout le respect que j'ai pour lui, nous dit que, comme on meurt aux États-Unis et en France, alors nous n'avons pas droit ni aux autoroutes, ni au bon système de santé. Et ça, je m'inscris en faux contre ça. Le problème ici, c'est une masse, un niveau minimal. On ne peut pas éliminer la mort tant qu'il y a la vie. Mais on ne peut pas être en train de mourir chaque matin 70 personnes parce que vous, en 60 ans, et je dois le faire remarquer, c'est le même système qui gouverne depuis 60 ans. Il a simplement changé de chef. Vous ne pouvez pas, vous qui prétendez travailler pour lui, piller le pays tous les jours pendant 60 ans
et nous dire qu'entre les 3 grandes métropoles, on ne mérite pas d'avoir des routes à double voie, parce que ça, fondamentalement, peut-être pas le trouver en termes de segment droit, mais au moins à double voie. Parce que ce qui est arrivé à l'accident, c'est une collision. Elle n'a pas lieu lorsque chacun est de son côté. Ça a réduit de plus de 50% les accidents, le fait d'avoir double voie. Donc, M. Bidima fait un sophisme. Il est de mauvaise foi. Ou bien, je suis désolé, je ne sais pas, je ne vais pas donner le qualificatif. Parce que les UPC m'ont averti d'être correct. Et vous êtes correct. Voilà, je vais terminer. Je vais terminer. Autre fausse chose que Essomba dit. Essomba nous dit que 60 ans de malgouvernance, ce n'est pas elle qui est cause de ça. Eh bien, je prends ces raisons, M. Essomba. J'ai oublié les chiffres. On a calculé l'argent qui a été investi pour conduire le palais de l'unité. Biya était à l'époque, on ne peut pas dire que personnellement c'est lui. C'était un autre président. Cet argent-là suffisait pour construire l'autoroute Douala-Yaoundé. 2 fois même. Donc tu ne peux pas dire que c'est l'argent qui nous manque. Non, ce n'est pas l'argent qui nous manque. La chose qui nous manque fondamentalement, c'est la bonne gouvernance. Et on a l'inverse, on a la malgouvernance, c'est-à-dire le pillage des ressources dans les poches des gens. Et c'est ça, c'est pourquoi ils sont pleins qu'on négocie. C'est ça qui se fait, monsieur Essomba. Je suis désolé, vous portez... Je ne vais pas dire ça. Je ne veux pas le dire ça. Mais il ne faut pas nous dire que votre système est fondamentalement mauvais. Il a fait faillir la seule chose qu'il arrive à faire aujourd'hui. Et Moutazé a dit ça. C'est la résilience. La résilience veut dire quoi? La résilience veut dire qu'on arrive à survivre. Mais on survit à quoi? On survit avec 150 élèves au cours élémentaire 1 à l'école publique de Mangué. Allez vérifier. On survit avec l'incapacité de payer une ordonnance, de se soigner aux urgences. Parce que quand tu arrives, même si tu es dans le coma, on pose l'ordonnance sur l'école. On survit avec 100 élèves en primaire au lycée Leclerc. Voilà ce que vous avez donné à ce pays en 60 ans. Et c'est là le problème de fond. Mais quand même, vous avez même fait pire. Vous avez même poussé le pays dans ce qu'il n'avait jamais eu, une guerre civile. Dans l'ex-Cameroun, dans l'ex-Cameroun occidental. Donc c'est votre bilan catastrophique, M. Bidima, vous devez vous taire, au moins. Très bien. Ici, on va quand même continuer à s'exprimer, parce qu'on est invité pour s'exprimer. D'accord. Maintenant, ce qu'il doit discuter, très bien. La seule façon de parler, c'est de faire comment vous allez faire pour, 1, tenir la résilience, et 2, des réformes qui permettent de donner aux Camerounais la chance de tenter un autre système. Et non pas de faire tout pour verrouiller tout au point où aujourd'hui, vous avez des régions qui n'ont ni le SDF, on va arriver au régional, ni l'UPC, tout à l'heure, ni le MRC. Vous avez une majorité obèse, vous avez commencé à dire dans les couloirs que vous vous portez bien. Vous vous portez bien dans un Cameroun qui se porte mal, monsieur. Merci professeur. Une fois de plus, vous devez vous taire, vous n'avez rien dit. Merci professeur. On ne peut pas laisser monsieur professeur, merci. Parler. Il vous a entendu. Prochainement, on demandera aux UPCistes d'ajouter dans la liste des interdits que vous demandiez aux autres panistes de terre. Il faudrait qu'ils reviennent sur cet aspect-là aussi. Mais maintenant, sur les chiffres qui sont évoqués en termes de nombre d'accidents et autres, la qualité des infrastructures a été balayée d'un revers de la main tout à l'heure par M. Bidima sur ce plateau. Il reste à interroger le système qui est mis en place. Chaque année, quand il y a accident à la circulation, on arrive toujours pratiquement aux mêmes sanctions. Suspension de l'agence de voyage impliquée qui est réhabilitée 1 mois plus tard. Est-ce que ce n'est pas seulement du politiquement séduisant ou correct? Oui, c'est de la poudre aux yeux. C'est une façon de casser le thermomètre avec l'espoir que la température va baisser. Détrompons-nous. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire à mon cadet, M. Bidima, que le Cameroun a des problèmes. Et les fils du Cameroun que nous sommes, quel que soit notre bord politique, nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions, chacun
avec son prisme. Chacun avait le regard qu'il peut poser. On peut se tromper. Les uns posent le problème en termes structurels. D'autres pourront poser le problème en termes comportementaux ou super structurels. Ce n'est pas parce que vous avez un autre prisme, un autre regard que vous portez sur la même réalité que les autres ont tort. Vous ne pouvez donc pas dire sur un plateau de télévision que vous ne serez jamais d'accord avec le professeur Bayebek parce que vous n'êtes pas du même bord politique. Non, nous aimons tous le Cameroun et je suis convaincu que nous qui critiquons, nous qui soulevons les problèmes, nous aimons ce Cameroun peut-être mieux que vous qui êtes aux affaires en ce moment. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, mais souffrez que le point de vue, les éléments relevés par une personne puissent être incomplètes et que l'argumentaire puisse être complété par une autre personne. C'est ça aussi la démocratie. C'est surtout ça, Club d'élite. C'est cet appel à l'élite que j'ai fait en début de mon propos. Qu'on laisse s'exprimer les intelligences. Qu'on ne dicte pas à une intelligence ce qu'elle doit dire ou ce qu'elle doit faire. Mais permettez-moi de dire que je suis très choqué par ce que j'ai entendu venant de votre consultant, qui estime que si nous n'avons pas d'autoroute, et d'un, c'est parce qu'on n'a pas de moyens, mais faux. Le professeur Bayebek l'a dit en ces termes. Mais j'ai envie de dire à votre consultant que lorsque on lit les chiffres de détournement, en prenant seulement les chiffres annoncés pour ceux qui sont incarcérés en ce moment, ces milliards détournés permettraient de construire au moins l'autoroute Yaoundé-Bafoussam. Dans un pays où l'unité de détournement, c'est le milliard, vous vous rendez compte? Nous parlons de la minorité des détourneurs. Ceux qui se trouvent en prison en ce moment. Non, c'est ça que Bédima vient de faire. Est-ce que vous imaginez les nombres de détournements qui composent le chiffre noir de la criminalité en matière de détournement? Ça vous donnerait sûrement le tournis. Et je suis convaincu qu'on aurait pu goudronner les axes qui relient au moins tous les chefs-lieux de région. Tout à l'heure, nous parlerons des régions. J'ai également été choqué par les propos de votre consultant qui estime que c'est une question budgétaire. Mais c'est quoi le budget? Et il poursuit en disant que c'est l'Assemblée nationale qui doit prévoir des autoroutes à construire à travers le budget. Mais nous savons très bien que la quasi-totalité des lois, la quasi-totalité des budgets mis en place et les projets qui y sont inscrits viennent des projets de loi présentés par le gouvernement et qui passent à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste. Conclusion. Si nous n'avons pas d'autoroute, si c'est un problème budgétaire de prévision d'autoroute, la faute, c'est bel et bien aux pilotes dont je parlais tout à l'heure. Mais je veux dire à M. Bédima, quand je parle de pilote, je ne du système qui nous gouverne depuis l'indépendance. C'est cela que je réduis en parlant de pilote pour dire que nous avons tout dans ce pays pour réussir et ce sont des personnes comme vous qui n'acceptent pas la critique, qui pensent que aimer le Cameroun, c'est dire tout le temps que tout va bien. Non, lorsqu'on aime le Cameroun, on doit pouvoir dire que ça ne va pas. Lorsqu'on est malade, on ne cache pas la maladie. On accepte d'abord qu'on est malade et parce qu'on accepte qu'on est malade, eh bien, on va à l'hôpital se faire soigner. Il n'y a pas de honte à accepter qu'on est malade. Il n'y a pas de honte à aller se faire soigner. Ils vont vous répondre. D'abord, je donne Somba sur le budget. Lorsque vous exprimez tout à l'heure, ils ont eu l'impression et ils l'ont rappelé que vous estimiez que ça revient à l'Assemblée nationale, j'allais dire presque exclusivement à l'Assemblée nationale, de penser aux infrastructures telles que les autoroutes. Très bien. Moi, je crois que le professeur Bayebek, qui est de l'UPC, et le professeur Nkouvon, qui est président de l'univers, devraient eux-mêmes apprendre comment fonctionne un État. Parce que vous ne pouvez pas rejeter
le mode de fonctionnement normal de l'État et faire des critiques. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'en fait, c'est des dictateurs qui vont refuser même le fonctionnement normal. Dans un pays, c'est l'Assemblée qui vote le budget. Point final. Dans tous les pays du monde. Donc, vous ne pouvez pas, même si le RDPC triche un peu, en réalité, c'est le gouvernement qui fait le budget. Mais le gouvernement ne dit pas quoi. Attendez, le gouvernement ne dit attendez, le gouvernement ne dit pas que comme je fais le budget, je le vote. Hein? Mais non. Je dis donc que pour reprocher le gouvernement, il faut d'abord partir du principe que l'instrument opérationnel de l'État, c'est le budget. Quand ils ont posé le projet de l'autoroute Douala-Yaoundé, est-ce que l'Assemblée a voté ou pas? L'Assemblée a voté. Mais alors, non. Pourquoi Dieu donner? Pourquoi non, attendez. Non, j'ai pas fini. Non, comment? Je dis, avec vous, ça dit, moi, je vous demande, écoutez, je vous appelle à respecter les lois. On est dans la compréhension. Les principes de on est dans la compréhension du principe. Comment? Allez-y. Non. En second lieu. Allez-y, en second lieu, je crois que la médecine que maîtrise le professeur Baïbek et le droit que maîtrise le professeur Nkouvon ne sont pas l'économie. Entre les impressions qu'on a de la machine économique et la réalité économique, c'est deux mondes totalement différents. D'abord, les détournements de fonds n'ont jamais empêché un pays d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'un pays se comporte de son État et des autres acteurs nationaux. Donc, si je prends l'argent de l'État, il y a tout simplement un transfert d'un acteur national à un autre acteur national. Ça n'appauvrit pas, ça appauvrit l'État, mais ça enrichit le détourneur de fonds. Autrement dit, le Cameroun reste identique. C'est pour ça que... Même si le détourneur en question va déposer l'argent dans les paradis. Là, c'est un autre... Non, là, c'est un autre débat. C'est pour qu'on se comprenne. Non, là, c'est un autre débat. Vous avez bien fait de poser ce problème-là. Mais je voudrais dire que... Attendez. Ce n'est pas le détournement en soi. C'est la mauvaise utilisation du détournement. Et c'est là qu'on va en venir. Donc il y a des bons détournements. Il y a des bons détourneurs. Non. Et des mauvais détourneurs. Non, monsieur, écoutez, professeur. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne fais pas le droit. Je ne fais pas la morale. Nous faisons les autoroutes qui n'existent pas. Je fais l'économie. Et je vous dis qu'en macroéconomie, le concept de détournement n'existe pas. Ce qui existe, c'est le transfert. Voilà. Ça veut dire que nous sommes ici dans notre studio. Le professeur Baïbek a 100 000 francs. Je subtilise ces 100 000, je mets dans ma poche. C'est un transfert. Il s'est appauvri, je me suis enrichi, et le studio reste identique. C'est comme ça qu'on raisonne en macroéconomie. Hein? Okay. Bon, maintenant, ce n'est pas pour moi une manière de dire qu'il faut détourner. Parce que détourner, c'est la violation des règles de morale, c'est la violation des règles de droit. Bon, moi, je ne suis pas prêtre, ni moine, et je ne suis pas magistrat, ni professeur de droit. Je suis économiste, et en économie, les détournements sont des transferts. Et donc, leur impact macroéconomique va dépendre de la manière dont on va utiliser le détournement. Et c'est là donc qu'on vient à l'architecture du système productif. Malheureusement, nous avons une mauvaise architecture du système productif qui permet un mauvais recyclage, aussi bien de l'argent légal que de l'argent illégal. Ça veut dire que si vous volez l'argent, vous êtes obligé de mal l'utiliser. Mais même si vous ne le volez pas, il sera toujours mal utilisé. Et c'est pour ça que j'en viens au niveau des autoroutes. Le fait que le système productif du Cameroun soit mal configuré fait que nous n'avons pas une énorme capacité d'investissement. Parce que l'investissement au Cameroun est essentiellement déterminé par les réserves en devises, c'est-à-dire l'argent du cacao, café, coton, pétrole. Dès lors que cet argent a été consommé
par les achats massifs à l'extérieur, par les dépenses somptuaires et autres, des hauts délits et autres, il n'y a en réalité plus grand-chose pour investir. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a une poussée vers le surendettement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, pour chuter je vais donc chuter en disant que les capacités d'investissement que les gens lisent dans les détournements, c'est une erreur. Quand j'étais au ministère des Finances, de l'économie, pour répondre au professeur Baïbek, j'étais de ceux qui avaient lutté pour qu'on élargisse la route de douane actuelle et qu'on la divise en deux pour faire ce qu'on appelle une voie express. Enfin, pourquoi? Parce que par rapport aux ressources du Cameroun, c'est ça qui était possible. D'élargir et de diviser. Et de diviser. Parce que ça, là, c'est la collision. C'est une collision, justement, avec des questions de visibilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui nous ont traités d'antipatriotes, d'antinationalistes, en nous disant il n'est pas normal que le Cameroun soit sans autoroute. Alors que nous, en tant qu'économistes, nous savions que les ressources du Cameroun ne lui permettaient pas d'engager des opérations aussi lourdes. Et qu'il était beaucoup plus facile d'élargir la route actuelle, avec même d'ailleurs des moyens locaux, et de la diviser en deux. Alors, on n'a pas accepté, c'est pour dire que les propositions du professeur Baïbek sont intégrées par les économistes. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que laissent croire les impressions. Une question de ressources, donc. Voilà, on va sortir de ce thème, Lucien Bidima. Il parlait tout à l'heure de 60 ans après les indépendances, et vous sembliez dire qu'on va se contenter de ce qu'on a, en pensant peut-être à la réflexion, à la réhabilitation, au reprofilage, beaucoup de préfixes de ce genre utilisés dans le secteur routier dans notre pays. Est-ce que vous-même, 60 ans plus tard, on n'est pas largement en retard? Par rapport à quoi? Et par rapport à qui? D'ailleurs, je voulais dire aux chers aînés, d'abord par rapport à nous-mêmes, nos revenus et nos ambitions. Parce que si on va sur la base de comparaison avec les pays... Je respecte beaucoup les autres partis politiques en tant que communicant du RDPC. Ben bon, je ne peux pas quand même tolérer qu'on me demande de me taire sur un plateau. Et que vous croyez que vous avez... ce que le professeur vient de dire, le pour et son contraire, croyez que vous allez m'amener forcément à m'adhérer. Alors répondons aux questions. Alors, mais pour dis que les gens retiennent quelque chose. Les gens doivent retenir quelque chose. Jean-Jacques, le Cameroun n'est pas statique. Le Cameroun évolue. Je vous ai simplement invité de faire la comparaison, quand vous parlez de 60 ans, du Cameroun de 1960 au Cameroun d'aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'en un tour de main, qu'on réalise tout? Et je suis très content du professeur Essomba, qui, vient de nous faire un cours économique et dit à mes aînés qu'en ce qui concerne l'économie, je peux y ajouter. Il y a la définition des objectifs qui s'y avec les moyens. Moi, et cette définition des objectifs au Camerounais, M. Bidima. Comment voulez-vous, Jean-Jacques, quand les autres parlent, vous ne les coupez pas, je vous ai pas coupé. Je vous relance. Je le fais pour tout le monde. Je le fais pour tout le monde. M. Bidima, je voulais que vous parliez au Camerounais. Alors, mais j'ai l'impression qu'est-ce qu'on retient? J'ai l'impression que vous êtes de mèche avec tout le monde. D'accord, il n'y a pas de mèche ici. Permettez-moi de faire mon analyse. J'ai bien chronométré. Les deux professeurs ont parlé pendant 12 minutes. Maintenant, je joue mon rôle. Je vous relance. Au même moment, quand il faut les relancer. Je vous relance simplement. Permettez que je vous dise ce que je pense, parce que, au fur et à mesure, vous me coupez, vous voulez que je sois totalement désorienté. Je vous dis non. Non, je veux mieux vous orienter. Le Cameroun, depuis 60 ans, en matière économique, fixe des objectifs. Nous sommes partis des différents plans. Il y avait le plan quinquennal, quand il parlait du palais haute. Aujourd'hui, nous avons connu des problèmes. Bien évidemment, des fluctuations au niveau économique, de haut et de bas. Mais toujours est-il dit que le Cameroun avance. Si je pense simplement au cas de la médecine. Parlons des routes. Non, tout ça se combine. Okay. Au niveau de la médecine, nous avions que l'hôpital central. Mais aujourd'hui, nous avons combien d'hôpitaux? Combien de centres de santé? Combien d'hôpitaux d'arrondissement? Si on revient au niveau des routes,
Je ne crois même pas que quand on parle de la route, Yaoundé, l'Est où vous êtes était goudronné. Mais c'est pas une route. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il faut forcément avoir l'autoroute que vous considérez ça comme une route. Pourquoi vous avez cette manie de ne pas voir ce qui se passe dans votre pays? On a l'impression que vous ne vivez pas dans ce Cameroun. Mon Dieu, on a l'impression que tout ce que le gouvernement camerounais fait est tellement mauvais que même quand il y a une amélioration quelque part, c'est mauvais. On construit les stades, vous dites qu'on ne devrait même pas construire ça comme ça. On fait, mais attendez, CNPS, est-ce que j'ai refusé ça? Oui, bon, oui, nous gérons la CNPS, nous gérons aussi bien dans d'autres domaines. Au niveau de route, il y a amélioration. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, etc. Le Cameroun avance, un pays est un construit permanent. Et je m'inscris avec le professeur Essomba, il faut définir les objectifs. J'aimerais un temps soit peu. D'ailleurs, l'UPC a fonctionné avec nous. Vous étiez quand même au gouvernement en 1990 avec nous. Et vous avez assuré le ministère de l'économie et de la planification. Mais tu connais le... Alors, mais qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? J'aimerais savoir les ressources que vous avez mis pour construire des autoroutes, alors que c'est vous qui aviez en charge le ministère de l'économie et de la planification. Dans le cadre de l'alliance que le RDPC avec l'UPC. Mais pourquoi aujourd'hui... Monsieur Bizima, si vous permettez que je relance cette fois-ci. Alors moi je vais chuter parce que j'ai l'impression que nous on ne doit pas analyser. Chuter donc. Le RDPC quand il est quelque part, dès qu'il prend la parole, c'est un problème. Alors mais je dis, professeur, c'est un problème commun. D'ailleurs l'échec du Cameroun, si vous parlez échec, s'il existe, l'UPC ne peut pas se dérober. L'UPC a travaillé avec le RDPC. Alors mais parle donc d'un échec commun. Et vous avez assuré ces ministères, et comme le professeur Essomba le disait très bien, vous aviez le temps de faire des projections, vous aviez le temps de mettre en place des budgets conséquents, mais vous ne l'avez pas fait. Et pourquoi? Parce que les ressources du Cameroun ne nous permettaient pas à ce moment-là. Le pays se construit par rapport à l'instant. Le pays se construit par rapport à ses moyens. Le pays se construit par rapport à ses priorités. Le pays se construit par rapport à ses prévisions. Et ce pays a ce qu'on appelle un budget. Et ce budget, réaliser le budget, nous prenons tous les axes de la vie économique, tous les axes de la vie humaine. Et nous devons les financer parce qu'on ne peut pas prendre un seul côté et laisser l'autre. Et ce pays avance. Très bien. Alors, mais merci, M. Bizima. Je conclue en disant que enfin. Je conclue. Je dis, le problème qui se passe, il ne faut pas que à tout moment que nous fassions le surenchère. Vous l'avez dit. Lorsqu'il y a mort d'homme. Et c'est pour cela que je crois qu'on devrait commencer par présenter nos condoléances à tous ceux qui ont perdu les vies. Très bien. Mais maintenant, je relance quand même. Je voulais le relancer depuis. Allez-y. Qu'est-ce que les Camerounais retiennent de votre exposé? Le Cameroun n'a pas d'autoroute parce qu'il n'a pas les moyens. C'est ça qu'on retient? Non. Je n'ai pas dit que le Cameroun n'a pas d'autoroute. Il y a l'autoroute Yaoundé Douala qui est en train de se mettre en place. Non, le problème... Les Camerounais doivent savoir, oui, ils veulent savoir, que le pays est un construit, c'est un tout. On ne peut pas prendre toutes les ressources du Cameroun et mettre dans un secteur unique. On fait des projections et les moyens que nous avons à présent nous permettent non seulement d'entretenir ces routes qui sont entretenues, comme la route Yaoundé-Bafoussam, de construire d'autres comme nous sommes en train de construire l'autoroute Yaoundé-Douala, mais également de s'occuper des autres secteurs qui ne sont pas moins prioritaires, la réponse est claire. Telle que l'éducation, telle que la santé. La réponse est claire. On va prendre le regard de la presse cette semaine. Le meilleur des tabloïds est signé Flora Ma Confiance Zanga. Bonjour, joyeux Noël. Il y a une semaine, le voile était sur les visages des présidents des conseils régionaux affichés Cameroun Tribune. Voici vos présidents, présentés aujourd'hui par l'essentiel. Et pour ceux qui doutaient du retour de Gilbert Tigné-Vouna aux affaires, Réalité Plus les ramène à la réalité dans la région du centre. À l'ouest, Ouest Echo décrit comment Moutari a obtenu le consensus. Jules Foka sur le toit de l'ouest, André Siaka recalé pourtant pressenti, ajoute République Presse. Et politique de dire les actes manqués du parti au pouvoir, comme avec les maires, le RDPC a choisi ses présidents de région. Le Pélican ajoute que les populations dénoncent la politique de l'esbrouf. Cette info
parle d'une décentralisation à l'épreuve des manœuvres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Son président national, pourtant, Paul Biya, selon Moussa Hebdo, est totalement à l'œuvre du septennat des grandes opportunités. Génération Libre félicite justement ces opportunités avec le pont sur la Sanaga qui est désormais opérationnel. Un pont promis, comme le dit Terre Promise, un pont sur Nachtigal. Mais Vision économique s'indigne encore sur le mauvais état des routes qui mènent dans les stades de la CAN, tout comme Singang dénonce les 50 milliards de francs CFA de marché public de Soroubat pistonnés par le MINTP sur la route Bogopous. Attention, le soir annonce un cyclone au sein du gouvernement, réalité plus calme le climat et dit gouvernement, et il y a même quoi à harceler le président. Un président selon Cameroun Tribune qui a redistribué les cartes à la préfectorale. Tout le contraire de ce que pense Forum Libre qui présente ces départements qui n'ont jamais eu de préfet. Pour l'instant, ce sont les fêtes de fin d'année et le quotidien de Paul Biya, c'est de s'affirmer en Père Noël. Sans détour, il est allé au secours des déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest. Il les a inondés de cadeaux, constate dernière heure, des cadeaux évalués à 600 millions de francs CFA selon la météo. Alors que cette même semaine, son épouse, Madame Chantal Biya, recevait la jeune romancière Djali Adamou, écrit République Presse. Une élite à qui les jeunes disent merci pour ses 50 ans au cœur de la nation. En personne intègre, souhaitons-nous joyeux Noël, bonne année 2021 et surtout, restons ensemble. Ma confiance, Zanga, on se donne rendez-vous en 2021 pour une autre revue de presse, le meilleur des tabloïds sur le club d'élite. Parlons régional à présent. Le 22 décembre dernier, c'était l'élection des bureaux des conseils régionaux avec les 10 présidents des conseils régionaux qui sont connus. Quelques visages bien connus également. Gilbert Timiévouna à la tête du conseil régional du centre, pratiquement sans surprise. Un ancien délégué du gouvernement également du côté de l'Est à Bertoua, et puis des choix et autres qui sont attribués entièrement, selon une grande partie de l'opinion, au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais pour revenir à la mise en place de ces conseils régionaux, parfait, vous qui va enfin parler, on a annoncé ces régionales comme la solution à nos problèmes. Maintenant que les régions sont en place, vous voyez le Cameroun maintenant rouler plus vite que sur les axes lourds et en meilleure sécurité? Non, nous pensons que, au contraire, on va de déchéance politique en déchéance politique au regard de la qualité des élections, au regard de la qualité des personnes qui ont été d'ailleurs nommées pour les exécutifs, au regard de la non-participation réelle des populations et même des conseillers régionaux, puisque vous avez dû le constater que c'était pratiquement des désignations. Personne ne s'est levé d'ailleurs pour contester sur les 900 conseillers régionaux. Personne ne s'est levé pour dire que voici, je pense que ceci, je pense que cela, tout est venu de Yaoundé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on se rend compte une fois de plus que des grands partis politiques ne font pas partie des exécutifs régionaux, notamment le SDF, l'UPC, le MRC, ainsi de suite. Il va de soi qu'aujourd'hui, c'est le RDPC, une fois de plus, qui se fait une majorité obèse. On ne va pas lui faire ce procès, c'était des élections. Or, cette majorité ne lui a jamais fait défaut. Depuis au moins 20 ans, le RDPC a cette majorité, mais ne fait rien de cette majorité. On se serait donc attendu qu'il y ait au moins du panachage dans les exécutifs. Vous avez aussi constaté qu'il n'y a pas de femmes au niveau des présidents des conseils régionaux. Ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que tous les engagements que nous avons pris par rapport à la participation et des femmes et des jeunes nous posent quand même problème. Vous parlez donc de
est-ce qu'on va finalement décoller? Non, je pense que non. D'abord, nous, au SDF, nous sommes fondamentalement fixés sur le fédéralisme. Mais, étant donné qu'ils ont choisi la décentralisation, et une décentralisation qui ne me paraît pas populaire, nous estimons que c'est même le début des problèmes. Vous avez dans le nord-ouest et le sud-ouest, le RDPC a le courage de s'arroger encore 180 conseillers régionaux dans les deux zones. Le RDPC a à peu près 64 mairies sur 65. Le RDPC a à peu près 33 députés sur 35. Vous comprenez que dans une zone où le RDPC est à l'origine de la guerre, de la crise, il s'arroge encore tout le potentiel électoral, c'est-à-dire que toutes les structures, les mairies, les régions, les ministres, on ne sortira pas de l'auberge parce que c'est une affaire de représentativité, c'est une affaire de discours. Si ceux qui vous ont entraîné dans la guerre, dans la crise, s'arrogent encore tous les pouvoirs, ça devient un problème. Et je vais vous donner tout à l'heure les chiffres qui ont amené ou bien qui ont poussé le RDPC à s'arroger ce genre de majorité. Parce qu'il y a des endroits où sur 50 000 électeurs, il y avait 700 personnes sont seulement allées voter. Le RDPC a pris 600. Je parle des élections législatives. On y reviendra. Pour vous dire que, en réalité, ce sont des espoirs déçus. Pour ceux qui pensaient que la décentralisation pouvait être un facteur déterminant dans le transfert des compétences, le fait que les hommes ne soient pas forcément issus de la base nous pose un problème sérieux. Et c'est pour cela que nos SDF, nous estimons qu'il faudra un électrochoc dans ce pays pour que le parti au pouvoir comprenne enfin qu'il est important que les autres acteurs, principalement les acteurs de l'opposition, qu'ils puissent être des gestionnaires, des acteurs, des dirigeants des différentes structures du pays. Donc la décentralisation pour nous, ce n'est comme... On a attendu 30 ans. On s'est dit qu'avec les élections, que ça pouvait arranger la situation. Mais au contraire, nous sommes en train de nous replonger encore vers des situations incontrôlables. Alors, situation incontrôlable selon Parfait-Voum du social-démocratique. Et je voulais ajouter le fait que, au niveau, si vous permettez, au niveau de la région de l'Ouest, qu'on ait quand même eu le courage de ne pas mettre l'UDC qui est l'unique parti de l'opposition en réalité, qu'on ne l'ait pas mis dans les exécutifs régionaux, alors qu'il avait 17 conseillers régionaux sur 70. Ça, c'est aussi, et vous êtes en train de suivre ce qui se passe de ce côté. Il y a la chefferie traditionnelle qui est aujourd'hui fortement divisée, parce que quand vous avez des résultats où un chef de premier degré est battu par le chef de deuxième degré, la liste du chef de deuxième degré, c'est un problème. Quand vous avez des situations où on ne sait pas comment est-ce que dans certaines régions, les chefs étaient pratiquement les vice-présidents, dans d'autres, ils sont exclus. Il y a tout ce cafouillage qui nous laisse dubitatifs et nous pensons que finalement, comme le RDP s'estime que la saison est passée, qu'on s'asseye enfin pour voir ce qu'il faut faire en matière d'élection, parce qu'il faut un minimum de consensus. Vous avez dit que j'étais candidat. Ce que j'ai vu en février ne m'autorise même pas à avoir un espoir si jamais il n'y a pas de réforme structurelle au niveau de ce pays. Alors, il parle de réformes structurelles après avoir constaté que le RDPC a pratiquement tout pris. Prosper Kouvondor, est-ce que vous vous êtes gêné par le fait soulevé par Parfait-Voum tout à l'heure, la toute-puissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Je ne suis pas seulement gêné de ce qui se passe dans mon pays, j'en ai honte. Et je pense que tous les Camerounais devraient en avoir honte. Lorsque vous m'avez communiqué la thématique du jour, moi sur ce sujet, vous m'avez annoncé le triomphe de Yaoundé. Je me suis interrogé, parlant des régionales, on parle encore de Yaoundé.
Oui, c'est ironique, je le pense en tout cas. Et cette ironie montre qu'il y a véritablement un malaise. Comment, en matière d'élections régionales, donc de décentralisation, on puisse encore parler de Yaoundé en termes de triomphe et seulement de Yaoundé. Ce qui révèle que beaucoup de choses qui sont faites dans les régions, dans le cadre de ces élections, et ce qui annonce déjà tout ce qui sera fait dans ce qu'on ose appeler la décentralisation partira de Yaoundé. Oui, puisqu'on parle de triomphe de Yaoundé. Une négation de la décentralisation. Mais passons. Disons que s'il y a triomphe, puisque vous avez annoncé le triomphe, j'ai envie de dire, comme on le sait, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parce qu'on peut voir le thème triomphe en termes de triomphe du RDPC. Et c'est pour cela que je le dis. Et tout à l'heure, vous parlez de gêne. Moi, je disais, au-delà de la gêne, il y a la honte. Et j'invitais ici tous les Camerounais à avoir honte de ce qui se passe dans notre pays. Pour les élections régionales, je voulais commencer par les élus, les bureaux élus. Et ceux qui ont été élus devraient en avoir honte. Dans une démocratie, se laisser imposer, se laisser désigner. Non, dans une dynamique démocratique, les candidatures doivent s'élever. Les candidatures doivent être initiées par ceux qui aspirent, qui estiment donc qu'ils ont quelque chose à apporter à la vie, au développement de leur nation, et non être désignés. Oui, ils s'investissent incontestablement, puisqu'on sait comment ça se marchande dans les bureaux feutrés et dans les couloirs de certains partis politiques pour être désignés. Honte donc, honte aussi à ceux qui acceptent que sur 10 présidents de région, il n'y ait aucune femme. J'avais bon espoir lorsque j'ai vu des prospectus publicitaires d'élections annonçant dans la région de l'Est, qui est la vôtre, il y avait au moins 3 femmes. Une brave dame qui est très connue, Madame Mvoto, qui était candidate, dit enfin. Et puis à l'Est toujours, vous pensez cet exemple-là, on annonçait Blaise Moussa. C'était la jeunesse. Je me disais, Moussa, Anne Mvoto, moi ça m'arrangerait. Parce qu'il faut bien comprendre, même si ça se passe au sein du RDPC, eh bien il faut savoir que la vie du RDPC, en termes de proposition de candidature, en termes de candidature, en termes d'élus, cela nous intéresse forcément parce que nous nous intéressons au bien-être, à la marche de la nation. Je dis donc honte à tout cela. Honte aux électeurs qui, notamment dans le cercle du RDPC, votent à 100%. Oui, au RDPC, on est sûr de gagner. Mais, de grâce, qu'on nous fasse croire que dans un cercle où il y a 90 personnes, tout le monde est d'accord, ça révèle qu'il y a véritablement un problème. Monsieur Jean-Jacques, si chez vous, vous décidez ce qui est bien, qu'aujourd'hui on mangera du ndolé, si tous vos enfants sont d'accord, c'est qu'il y a un problème. Parce que ils finissent par manger. Vous trouverez toujours dans un cercle humain, quelqu'un même parfois pour faire semblant la simple chicane, va vous dire qu'il n'est pas d'accord. Quand ces 3 personnes, on le voit déjà cela, mais à plus forte raison, lorsque vous avez 70, 80 personnes qui participent à une élection, cela révèle qu'il y a quelque part une gangrène en termes de dictature dans ce cercle dit démocratique. Je parle de la formation politique de celui qui est en face de moi. Je dis cela est gênant parce qu'il y va de la vie de la nation. Je m'adresse aussi au peuple qui devrait avoir honte en se taisant face à tout ce spectacle désolant. Ça m'amène à emprunter ici ce que disait Gandhi, qui disait que ce qui lui fait peur, et ça me fait peur, au-delà de la haine, au-delà de la honte, j'ai peur, non pas, comme disait Gandhi, de la méchanceté des méchants, mais j'ai beaucoup plus peur du silence des justes. Mais je suis injuste, ou du moins, j'estime que je suis juste. C'est pour ça que moi, je ne me tairai pas et je dirais, ici,
Maintenant, pour ces élections régionales, nous devons tous avoir honte. Alors, est-ce que le RDPC a honte? Honte de gagner, honte d'appliquer la discipline, honte d'appliquer la technique des investitures? D'abord, il faut commencer par féliciter tous ceux qui ont été élus. Le président de la République vient par cet acte de parachever le processus démocratique, s'il faut l'appeler aujourd'hui la décentralisation. Et je crois que nous pouvons dire que l'élection s'est terminée. Parce qu'il faudra encore tout au plus 3 ans pour qu'on en parle en ce qui concerne peut-être les sénatoriales. Le RDPC fait son travail et je ne comprends pas pourquoi les autres partis politiques viennent à critiquer nos décisions à l'intérieur du RDPC. Le RDPC est un parti démocratique, un parti d'éthique, un parti discipliné. Ce que vous ne connaissez pas, peut-être parce que vous n'êtes pas à l'intérieur du RDPC, c'est que quelques heures avant ou un jour avant, il y a eu des représentations désignées par le comité central qui ont d'abord réuni les différents électeurs. À partir de ce moment, il y avait justement des élans parce que nous ne partons pas aux élections en rang dispersé. Il y a ce que nous appelons chez nous la discipline du parti. Et lorsque ces représentants du comité central sont allés sur le terrain, ils ont réussi à voir des candidats consensuels. Pourquoi ça vous ferait mal d'aller dans le consensus? Nous ne sommes pas un parti de désordonnés. Effectivement, aujourd'hui, nous avons pris les meilleurs d'entre nous pour véritablement asseoir cette politique de décentralisation. Je ne veux pas revenir au niveau des hommes, parce que nous sommes fiers. Et je suis toujours très gêné de savoir que, s'il faut prendre le cas du SDF, délibérément, ce parti a décidé de ne pas aller aux élections. Alors qu'effectivement, le SDF avait les conseillers. D'ailleurs, le RDPC n'est pas seul, parce qu'au nord, nous avons l'UNDP qui a gagné les élections. Délibérément, ce parti a décidé de rejoindre d'autres partis qu'il a cités ici, le MRC et autres, de se mettre en marge de l'action politique au Cameroun. Il faut féliciter le parti Univers, l'UPC, qui est parti à ces élections sans un seul conseiller et que l'UPC a réussi quand même à avoir quelques conseillers sur le plan communautaire. Alors, mais j'ai dit, il faut participer à l'action politique. L'action politique n'est pas la chaise vide. Si vous adoptez la chaise vide, c'est effectivement les Camerounais ne vont pas peut-être bien lire vos propositions. Professeur, il demande par exemple d'avoir pas choisi une seule femme. Pourquoi avoir honte? Tout au contraire, je suis fier de ce pays. Je suis fier du processus démocratique de ce pays. Je suis fier de comment le président Paul Biya a su mener les Camerounais sur le plan démocratique, en laissant les libertés, en laissant les choix. Et je suis fier du RDPC. Pourquoi? Parce que le RDPC travaille tous les jours. Monsieur Nkumvondo, nous avons 360 sections RDPC à travers le Cameroun. Au moment où je vous parle, il y a quelque part au Cameroun où une section RDPC est en train de réunir ses militants. Nous travaillons au quotidien. Vous voyez le travail qui vient au niveau des élections, c'est un travail d'arrache-pied. Nous expliquons aux Camerounais ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que vous expliquez aux Camerounais? Et la décentralisation. Monsieur Bidima, oui, pour qu'on se comprenne, qu'est-ce que vous expliquez aux Camerounais la non-présence des femmes ou des jeunes dans les choix qui ont été opérés par votre parti? Je vous ai dit que lorsque le chef de l'État, qui est le président national du RDPC, a investi les candidats, je n'ai pas le droit de venir ici me mettre à... Non, c'est à lui de répondre. C'est à lui de répondre. Non, ce n'est pas à lui de répondre. Je veux vous dire, nous avons voulu laisser la patate. Non, écoutez-moi bien, ne me faites pas dévier ma fonction, nous sommes un parti discipliné. Je vous ai dit que ces choix sont d'abord l'émanation des concertations qui ont eu lieu à l'intérieur de notre propre parti, avec nos militants, avec les élus. D'abord, il s'en offusque aujourd'hui de comprendre que il y a eu 100%. Non, c'est que dans le RDPC, il y a toujours d'abord un système de contrôle interne où tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut dire qu'il peut servir, parce que tout le monde peut servir. Mais le problème des femmes, le problème des jeunes, moi je ne veux pas venir faire ici un procès de génération, un procès des jeunes hommes, etc. Nous faisons ici ce que je peux dire, le RDPC a pris les meilleurs d'entre eux. Très bien. Parmi ces meilleurs, il n'y avait pas le fait de je chute en disant que il ne faudrait pas de temps en temps, il ne faudrait pas que lorsque vous êtes incapable dans vos partis politiques de gérer même au minimum vos simples petits bureaux,
et de venir critiquer un parti que lui gère des millions de personnes. Non, il faut d'abord mettre de l'ordre chez vous et pouvoir donc dire, l'ONDPC, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. Je ne voudrais pas entrer là-dedans, mais je félicite tous ceux qui ont été élus. Ce sont les meilleurs d'entre nous. Ils vont parachever avec le chef de l'État le processus de la décentralisation, qui est la gestion locale. Et là, il faut aller dans la décentralisation. Nous allons dans la décentralisation. C'est quelque chose de formidable. Permettez qu'on pose la question au professeur Baïbek sur cette décentralisation. Peut-être qu'il ne s'arrêtera pas fondamentalement sur les choix du RDPC. Il n'est pas militant de cette formation politique. Mais les attentes des uns et des autres, le résultat de ces régionales engage forcément la qualité de la décentralisation attendue. Merci Jean-Jacques. Je vais répondre à votre question. Mais avant ça, je vais conclure la première. La première, moi, je conclue que je dis ici solennellement que dans le triangle de la mort, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala, il faut penser les autoroutes. Et c'est ma recommandation. Je m'en arrête, le débat est conclu. Maintenant, pour répondre à votre question, la première chose que je voulais dire, c'est que Oumniobé a conçu la décentralisation là, les régions là, en 1952. Et il appelait déjà les conseils régionaux, les assemblées locales. Donc, ce que nous faisons là aujourd'hui ne vient pas seulement de 96, parce qu'en 96, c'est ça que nous avons, que l'UPC a proposé dans sa plateforme d'alliance. Mais ça vient de 1952, ça dit que presque 70 ans. Mais ils ont introduit 2 billets. On peut concéder au président de la République, moi je lui concède qu'il estime que ces gens ne sont pas prêts, les Bitima là. Leur esprit est encore rétrograde dans la dictature néocoloniale. Et j'espère pour le président qu'il va aller progressivement. Il y a 2 biais qui sont introduits. Le premier biais, c'est que ce n'est pas des élections directes. Comme au Nigeria, comme aux États-Unis, on élit le gouverneur. Pour 2 raisons. Parce qu'il va être le patron de la région. Et donc, il devra répondre directement devant le peuple. Ce qui va vous arriver. Ils ont commencé. Au lieu de commencer à penser comment ils vont construire la région, ils remercient déjà le président de la République de les avoir créés. Il y en a qui remercient, même après l'accident, quand il ne meurt pas, il dit que il remercie le président de la République. Il n'était pas mort. Voilà ce qu'ils vont faire. Au lieu de travailler. Et c'était ça que l'UPC visait dans cette affaire. Parce que lorsqu'on est responsable devant le peuple, on pense d'abord à lui. C'est le cohérent. Mais lorsqu'on dépend d'une autre personne, c'est un peu normal, même quand la personne, parce que pour bien, il n'a pas besoin d'eux pour être le président. Hein. Mais il pense tous les jours qu'il faut lui rappeler qu'ils doivent suivre ses chaussures. Voilà ce qui va se passer. Deuxième biais qu'on doit avoir. Il faut que nos enfants comprennent que le Cameroun a été pensé par un groupe que nous appelons les pères fondateurs. Mounié, Wandie, Kingé, ils sont et ils sont morts pour ça. Parce qu'ils voulaient absolument ça. Ils voulaient, deuxième biais qu'on a introduit, que le président du conseil régional soit le patron de la région. Et non pas, comme disent nos textes, que le chef de la région, c'est le gouverneur. Il risque d'avoir conflit d'intérêts. Sauf dans quelques-uns qui sont charismatiques. Et là, tu as raison, vous avez raison, monsieur Bidima. Moi, je connais des gens très sérieux là-bas. Il y a un professeur de médecine là-bas que je connais par cœur, parce que moi, il m'a enseigné. Donc, je l'ai vu au bloc opératoire pendant plusieurs, comme médecin, comme chirurgien, comme professeur de médecine. Il a été un homme c'est un anglo-saxon de fond. Il est sérieux. On l'a vu dans les fonctions administratives, secrétaire général, au ministère. Et puis, on l'a vu, c'est un gars correct. Vous avez des gars comme ça que je suis son admirateur, si vous voulez. Moi, j'admire aussi Ntimi, parce que la dernière carte que Ntimi nous sort, Ntimi nous rappelle, dans son collège privé de sa femme, que nous pouvons avoir des salles de classe de 50 élèves. C'est la première année, c'est le nombre que sa femme a mis là-bas. Je regarde ça comme ça et dis donc les gens voulaient seulement nous tuer.
avec des salles de 100 élèves, pour nous disant que ce n'est pas possible autrement. Nchimé est en train de faire ça. Et on connaît comment il nous a chauffé avec nos voitures en ville, comment il nous a chauffé avec les casses. Ok? Honnêtement, Bidima, pour dire, on ne dit pas que tout le monde est négatif là-bas. Voilà quelqu'un de valable. Dans son bilan, dans son parcours. En plus, ils sont compétents. C'est un ingénieur, l'autre, c'est un professeur de médecine. Donc, vous avez allié l'expérience, la compétence de base scolaire, ainsi de suite. Mais simplement, des gens comme ça dans votre groupe-là, je ne sais pas s'il y a 10%. Les sataniques sont trop nombreux. Je ne vois pas ce que mes pauvres idolent là, parce que pour moi, c'est celui qui vit dans le professeur, mais c'est une idole. Je ne vois pas comment il va faire avec des gens que tu connais. Comment ils vont faire? Le maximum que on peut attendre de ça, le maximum à mon avis, c'est ce que lui, Paul Motaza, a appelé la résilience. C'est-à-dire que vous allez permettre au Cameroun de survivre. Mais, si vous ne faites pas le grand bond, et je vous dirai tout à l'heure ce que j'appelle le grand bond, ce qui va se passer, vous n'allez pas mettre le Cameroun sur la route de l'émergence, non. Parce que pour faire tous ces trucs qu'il faut pour l'émergence, il faut la paix, et il y a la guerre, il faut le consensus social, et le MRC est dans la rue, la base est dans les rues de l'Europe, le SIF est dans le maquis, l'UPC est dans les tribunaux. Comment vous allez construire un pays où toute l'opposition qui pense différemment de vous et qui pense et qui vous reproche une chose fondamentale, que vous ne pouvez pas nier, vous gouvernez mal, c'est pas moi qui ai dit. Vos seigneurs de la gouvernance, vous-même, vous les avez mis en prison. C'est vous-même. Vous avez plombé le programme de grande ambition de votre président. Vous avez détruit ces grandes réalisations. Le plan d'urgence, ils ont même fait. Vous n'avez aucun résultat, vous ne pouvez amener le Cameroun nulle part. Et, sauf si vous faites, le Cameroun pas avancer, sauf si vous faites ce que j'appelle le grand bond. Qu'est-ce que j'appelle le grand bond? Le grand bond, allez-y, rapidement. Le grand bond, c'est que vous consentez d'organiser votre sortie honorable en faisant quoi? Parce que vous devez, si vous faites ça, les Camerounais vont vous jeter dehors. Sauf si l'opposition ne fait pas ses preuves. Il vous faut accepter la révision de la Constitution, la révision du Code électoral, la réforme de l'ECAM, la réforme de la Cour constitutionnelle, vers quelle direction? Vers une direction de consensus, d'équité, de justice et de correction des injustices historiques. Parce que vous êtes là aujourd'hui, vous racontez que vous êtes en 360. Mais qui vous a mis en 360 dans le temps? Mais c'est Aïdjo avec son UNC. Et qui a mis Aïdjo? C'est Roland Prey en 1956. Vous n'êtes pas capable de gagner une élection parce que tous les Camerounais savent parfaitement, M. Bidima, que vous gouvernez mal. Et les résultats sont là. La guerre est dehors, tout le monde est mécontent. Et donc le bon saut que vous devez faire, et que nous aussi, l'opposition doit pouvoir accepter d'aider le RDPC à faire ce grand saut. À sortir. Oui. Vers la sortie. Non, à mettre en place les institutions réellement démocratiques. À partir de là, si l'opposition est compétente, c'est elle qui passera. Si elle n'est pas compétente, les bonnes foi du RDPC, les 10% que je dis là, vont reprendre. Ok? Mais peu importe, ce qui importe, c'est le développement de notre pays. On va chuter par là. Que ce soit les 10% du RDPC, ou bien, parce que l'opposition n'a pas toujours des cas sérieux. Aussi. Vous comprenez? Parfois, moi, j'ai l'impression inverse. Il n'y a plus d'ordure là-bas.
Très bien, on a compris, professeur. Au moins, je t'ai dit quelque chose de positif, non? Très bien, vous dites beaucoup de choses positives. Dieu Somba, la configuration des conseils régionaux aujourd'hui, avec le casting qui a été fait ou l'élection des bureaux de ces conseils régionaux, est-ce qu'on a toutes les raisons de penser que cette configuration vient ajouter aux inquiétudes qui étaient déjà soulevées sur ce plateau-là quant à la mise en place effective des conseils régionaux et le déclenchement attendu de la décentralisation? Il y a un indicateur qui montre l'échec ou la réussite de la décentralisation, c'est la mobilisation populaire. Je crois que la décentralisation apparaissait comme une rupture qualitative majeure dans la gouvernance du pays et même une sorte de révolution. Parce qu'elle permettait de décentraliser la gestion de la demande sociale. On a eu tout à l'heure le débat sur les routes. La décentralisation permettait notamment de spécialiser les institutions, de manière à ce que l'État central se limite aux grands axes, s'y consacre, et les régions prenant en relais les axes secondaires. Ça donnait une visibilité beaucoup plus importante à la gouvernance publique, parce que si le grand État s'est limité à 10 000 ou 15 000 kilomètres reliant les agglomérations, il est plus facile de l'évaluer, plutôt que lorsqu'il est dispersé entre les grands axes, les axes moyens, les petits axes, les routes communales et ainsi de suite. La décentralisation permettait aux populations de s'adresser désormais à leurs représentants locaux, à leurs gouverneurs, plutôt qu'à Yaoundé, où on a besoin d'une salle de classe, on envoie à Yaoundé. Malheureusement, la bureaucratie centrale, notamment les gens qui se réclament des billets, préfèrent subir les critiques pour tous les échecs que la politique connaît, pour des petites glorioles liées au fait qu'on a inauguré une salle de classe. Et quelqu'un peut venir dire grâce au président Biya. Cette petite gloriole, pour eux, leur paraît plus importante que les échecs qui sont partout. Et c'est ça la tragédie de ces systèmes. Et finalement, la décentralisation n'apparaît pas aux populations comme une opportunité. Et c'est ça le grand échec. C'est-à-dire, vous ne voyez nulle part des populations se mobiliser en disant, désormais qu'on nous a transféré une part de la responsabilité de notre propre développement, mobilisons-nous. Non, c'est comme une simple opération administrative et c'est ça l'échec. Et nous voyons là effectivement l'accumulation d'un certain nombre de comportements qu'a adopté le système. Le retard dans la décentralisation, le désir de tout contrôler, de mettre les gens qu'il contrôle. Et finalement, on a l'impression que c'est une affaire tout simplement du régime central. Et ça, c'est une opportunité vraiment en or que le Cameroun a perdu. Parce que la décentralisation... Vous n'êtes pas très pessimiste. Il y a un téléspectateur qui dit que, attendons de voir, ils n'ont même pas encore travaillé. Non, je dis la décentralisation apparaissait... Parce que normalement, si elle avait été apparue aux yeux de la population comme sérieuse, je vous dis qu'il y a eu une mobilisation parce que les gens comprendraient que désormais, on n'a plus besoin d'attendre les choses de Yaoundé. Or, aujourd'hui, quand vous voyez les populations du Cameroun, elles continuent à raisonner comme autrefois. Ça veut dire qu'elles n'ont même pas compris. Vous pensez, elles vont comprendre quand? Aujourd'hui, nous sommes pratiquement vers une transition. Et je peux vous annoncer que, je l'ai toujours dit, il n'est pas possible à une force camerounaise de contrôler le Cameroun unitaire si Biya disparaît aujourd'hui.
les tensions sont si importantes, les ambitions collectives, les ambitions tribales, les ambitions communautaires, les ambitions politiques sont telles que le choix d'un président après Biya va se faire à la maquette. Tout simplement parce que le régime actuel n'aura pas su se délester d'une bonne partie du pouvoir pour rendre son pouvoir moins attractif. Aujourd'hui, quand vous allez au Grand Nord, au Nord, vous allez à l'Est, vous allez au Centre, c'est tout le monde qui regarde le pouvoir d'État avec les yeux rouges. Ceux-ci disent, on vous avait le pouvoir, on vous a remis, remettez-nous le pouvoir. D'autres disent que le pouvoir étant chez nous, il ne part pas. D'autres disent que vous avez déjà assez mangé. Et vous ne pouvez pas, vous-même, quand vous êtes un peuple lucide, quand vous êtes une élite lucide, laisser prospérer un tel volcan. Je ne sais donc pas pourquoi le RDPC n'arrive pas à comprendre la dangerosité même de cette conservation d'un pouvoir qui va lui exploser entre les mains. Parce qu'il pense que la mort de Biya, ils vont encore... Non, parce que Biya est la seule personne qui peut discipliner le monstre qu'il a créé. Après sa mort, aucun de ces individus ne pourra être capable de le discipliner. Parce qu'on va lui dire, tu viens. C'est pour ça qu'il est important. Il est encore temps. Il est vraiment important qu'on aille vers une véritable décentralisation, c'est-à-dire un fédéralisme de jure ou de facto. Afin que les pouvoirs de Yaoundé soient réduits au minimum et que le pouvoir de Yaoundé cesse d'être attractif. Et je le dis parce que je suis d'abord petit. Quand je dis à mes frères de libérer ce pouvoir, c'est parce que lorsque les hordes de rebelles viendront réclamer le pouvoir de Toudi, ils ne vont pas s'installer ce sera difficile à gérer. Attendez, ils ne vont pas s'installer au nord, ils viendront s'installer à Ça, à Obala, à Mbalmayo, à Narebo. Et je dis donc que les bêtis qui sont dans le système et qui maintiennent ce système, qui maintiennent ce pouvoir à Yaoundé, constituent un groupe très dangereux pour notre communauté. Je dis, il faut libérer le pouvoir de Yaoundé, il faut le concasser, il faut le distribuer aux régions. Très bien. On va rapidement faire un tour de table pour sortir de l'émission. Il paraît que vous confisquez le pouvoir et que cela peut avoir des dangers. D'abord, je suis surpris d'un tel pessimisme. Je suis surpris, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec nos grands frères. Non. D'abord, le professeur a fait ici l'historique de la mauvaise gestion. Au Cameroun, on ne peut pas totalement dire que tout va bien. Au niveau de notre administration, il y a véritablement des problèmes. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pris l'exemple de la CNPS en ce qui concerne la simplification des procédures. Or, cette simplification des procédures... Puisque ça à vous seul, vous ne voulez pas Moutazé qui a commencé avant vous. Cette simplification... Votre chef, votre patron à moi, c'est mon camarade, c'est mon type de mon collège. Hein. Oui. Donc vraiment, il a ma sympathie. Au-delà de votre bilan objectif. Mais vous avez poursuivi ce que Moutazé a commencé. Oui, c'est pour cela que c'est pas vous seul. Cette simplification des procédures fait qu'à un moment donné, le président de la République lui-même, il s'en a offusqué concernant notre administration. Aujourd'hui, on a parlé des détournements, on a parlé de la mauvaise gestion, on a parlé de ce qui ne va pas. Je peux être d'accord. Mais cependant, je continue toujours à dire que nous tous, le chef de l'État a essayé autant que fait se peut d'amener tout le monde à participer à la gestion de ce pays. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le grand frère. L'UPCI a participé, l'UNDP, on prend toujours l'UNDP comme ça, c'est comme si ça n'existait pas. L'UNDP aujourd'hui est le deuxième plus grand parti politique au Cameroun, au niveau des élus. L'UNDP y a participé. Le parti Univers, dans une moindre mesure, dans une commune. L'UPC avec nous. Mais le problème est la responsabilité commune. Nous ne devons pas être pessimistes, professeur. Ce pays a besoin de toutes les énergies. Mais lorsque certaines personnes
décide, c'est un parti politique, de se mettre totalement à marge, de susciter ce qui ne nous appartient pas. Parce que quand on nous colle aujourd'hui la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne concerne pas le président Paul Biya. Nous tous, nous avons vu comment, d'une manière méthodique, certains Camerounais avaient la complicité de nos partenaires, de certains partenaires à l'extérieur, ont méthodiquement mis en place un plan de déstabilisation du Cameroun. Nous avons tous assisté comment ils ont commencé au Grand Nord avec Boko Haram. Et nous avons vu l'énergie que le président Paul Biya y a mis. Nous avons vu, aujourd'hui, nous ne voyons pas ce qui se passe à l'est du Cameroun. Et nous avons vu ce qui se passe au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce n'est pas un problème aujourd'hui qui concerne le RDPC, pour je suis désolé. Donc il n'y a pas de confiscation de pouvoir. Tout le Cameroun. Très bien. Alors, nous ne pouvons même pas confisquer le pouvoir. Et c'est pour cela je me mets, moi, je suis aussi bêtis, je me mets totalement à l'écart de ça, de ce qui gère. Parce que le Cameroun n'est pas géré par les bêtis. Le Cameroun est géré par tous les Camerounais. Alors, mais qu'est-ce qui doit arriver? Je suis d'accord et d'avis à ce qu'on continue à améliorer le code électoral, d'ailleurs, qui a commencé à être amélioré. Merci. Je suis d'avis, si vous regardez, la Constitution de 96 a donné des avancées, et que je suis d'avis qu'au niveau de la décentralisation, qu'on laisse les gens implémenter. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qui ont la charge de la décentralisation devraient travailler, parce que ce n'est pas le président Paul Biya qui viendrait maintenant défendre les budgets au niveau des conseillers régionaux. Et je ne crois pas quand même, vous avez parlé de Gilbert Timivuna, je ne crois pas que Gilbert Timivuna est quelqu'un qu'on peut marcher dessus. Donc la décentralisation est un fait important pour la gestion locale des ressources qui sont les leurs, la définition de ces ressources, des projets, mais également la mise en place. Nous avons des hommes. Et ces hommes-là doivent être accompagnés par tout le monde. Et les partis politiques, certains partis politiques doivent cesser de prendre pour onction de critiquer que pour la critique. Il faut proposer. Alors je chute. Qu'est-ce que le SIF a proposé? Qu'est-ce que le MRC a proposé? Vous avez dit qu'ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue pour déstabiliser le Cameroun. Qu'est-ce que le SIF? Le SIF est venu pour justement, parce que le SIF c'est le MRC, c'est un même parti politique. Ils sont là pour déstabiliser le Cameroun. Vous, avec votre langage de vérité, vous devez, et vous avez commencé à leur dire ça, professeur, dites à ces partis politiques d'arrêter. Très bien. On va vous arrêter. On va vous arrêter quelques secondes. C'est le seul qui on va vous arrêter. Et la paix. Merci. La paix est pour vous, pour nous. Merci Bidima. Parce que ce n'est que dans la paix qu'on peut construire ce pays. Très bien, on va vous arrêter quelques secondes. Libérez la parole, parce qu'on va rapidement faire un tour du côté de la République centrafricaine. On va rapidement faire un tour du côté de Bangui. On vous a dit l'élection présidentielle et les élections législatives, c'est ce 27 décembre. Le président candidat Faustin Archange Touadéra a posé son acte citoyen ce matin. Pas de report donc d'élection, pas d'annulation de ce côté. Nos équipes y sont depuis quelques semaines maintenant. Arlé Debo en DB, on nous signale qu'il est en ligne depuis Bangui. Voilà, il est en position. Bonjour Arlé Debo en DB, bonjour Bangui. Oui, bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue ici à Bangui, République centrafricaine. Nous sommes au lycée Barthélemy Bogonda. Ici, c'est le bureau de vote du président qui a ouvert ses portes depuis 6 heures ce matin. Le président de la République, il est arrivé à 8h30 exactement et ça n'a pas pris assez de temps pour qu'il accomplisse son devoir citoyen, quelques 10 minutes. Et le président avait déjà voté pour la présidentielle et les législatives. Et il faut dire que c'est un scrutin groupé ici en République centrafricaine. Et bien sûr, au sorti de ces bureaux de vote, le président de la République, comme vous allez le constater, s'est exprimé, a lancé un appel aux Centrafricains, à la communauté nationale et internationale. On l'écoute. La Constitution veut que tous les 5 ans, que les Centrafricains choisissent librement leurs dirigeants. Et les institutions qui sont chargées de cette mission, c'est l'ANE et la Cour constitutionnelle. Et la date qui a été fixée, c'est le 27. C'est pour ça que tous les Centrafricains viennent voter. Et moi-même, je viens remplir mon devoir civique. Je remercie très sincèrement le président Paul Kagame, le gouvernement rwandais, le peuple rwandais pour son soutien. Vraiment, au niveau de la sécurisation de ce processus qui va permettre aux Centrafricains d'aller
librement choisir leurs dirigeants. En tout cas, grand merci. Je dois remercier la Fédération de Russie pour son appui déjà à la sécurisation, tel que l'appui qu'il nous a apporté pour la sécurisation des élections. Et bien évidemment, il faut dire que ce scrutin est marqué par la présence de nombreux observateurs électoraux. Ils viennent de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEAC, de plusieurs organismes nationaux et internationaux. Ils suivent de près cette actualité liée à la présidentielle ici en République centrafricaine. Nous avons tendu notre micro à un des observateurs. Il vient d'ailleurs du Cameroun. Voici ce qu'il a dit. Nous avons constaté qu'il y a eu quelques difficultés parce que avant le vote, il y a eu franchement des poches de résistance dans certaines villes, mais l'État a pris le dessus avec l'apport de MINUSCA et l'apport de la force armée centrafricaine. Tout le matériel a été déployé sur toute l'étendue du territoire national et la qualité est bonne. Ce matin, quand nous sommes arrivés, si vous étiez là depuis ce matin, vous aurez dû constater que les gens se sont alignés en style indien pour voter dans la quiétude, la tranquillité. Allez, la journée de vote continue ici en République centrafricaine. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin très tôt, à 6 heures. Et comme vous le voyez dans ces images, il y a comme un engouement des populations. Les Centrafricains rêvent de changement. Changement de parti, de guerre et à la démocratie. Ils veulent asseoir leur démocratie. C'est pour ça que vous les voyez très nombreux ici au lycée Barthélemy Boganda. Ils sont très nombreux partout où nous avons fait des tours depuis le matin. C'est à 6 heures. Il y a des gens qui voulaient voter à 6 heures. On leur a dit non. Les bureaux de vote s'ouvrent à 6 heures, mais le vote en lui-même commence à 7 heures. Mais à 6h30, il y a des Centrafricains qui votaient déjà parce que c'est des gens qui rêvent de changement. Pour l'instant, la capitale centrafricaine Bangui est calme. Rien de mauvais ne se déroule. Le scrutin se déroule sans problème et les gens, comme vous le constatez, sont alignés, ils font la queue devant les bureaux de vote et tout va se dérouler comme ça jusqu'à 16h30 et nous allons continuer de parcourir tous les acteurs de la ville de Bangui, tous les bureaux de vote pour essayer de vous donner minute by minute le tempo de l'actualité, cette grande actualité ici en République centrafricaine. À tout à l'heure, Jean-Jacques Zé. Merci Arlé de Boadébé depuis Bangui. Une nouvelle plutôt rassurante, la tenue effective de ce double scrutin ou ces élections présidentielles et législatives de ce côté. On va rapidement boucler avec notre thématique qui concerne les régionales. Parfait, le SDF tout à l'heure, selon Bidima, a choisi de ne pas aller volontairement aux élections. Il semble m'indiquer que c'est blanc, bonnet blanc entre le SDF et le MRC, que vous jouez fondamentalement un mauvais rôle. Non, Jean-Jacques Zé. Le RDPC peut parler sur des plateaux comme ceci, peut être fier, comme il le dit, peut s'enorgueillir, peut faire preuve d'arrogance, mais il y a une réalité implacable, c'est que le Cameroun va très mal. Mais alors très mal. C'est là que vous n'avez pas participé aux élections. Très mal. Non, nous n'avons pas participé aux élections, nous l'avons expliqué. D'abord, nous avons pris part aux élections présidentielles. Nous avons pris part aux élections municipales et législatives. Mais nous nous sommes rendus compte que le parti au pouvoir ne voulait pas que les choses avancent. Et l'opposition a la malchance d'avoir plusieurs adversaires lors des élections. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en face le RDPC, nous avons l'administration, nous avons les services de renseignement, nous avons l'ECAM, nous avons la justice, nous avons. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que si nous avions en face le RDPC uniquement, il n'aurait pas 2%. Parce que je vous ai encore dit que ceux qui ont créé la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le RDPC et personne d'autre. Je vous ai laissé parler. Mais il faut je vous ai laissé parler, monsieur Bidima. Oui. Donc, ils ne peuvent pas venir nous dire ici aujourd'hui que nous sommes la cause de la déstabilisation du pays. Ils sont tellement arrogants, ils s'arrogent tout, alors qu'ils sont impopulaires. Et la politique ne s'encombre pas de l'impopularité. Quand des gens sont impopulaires et qu'ils utilisent uniquement les moyens de l'État, ils ne vont rien faire. Et vous allez constater, dans les 3-4 mois qui arrivent, les conflits entre les gouverneurs et les présidents des conseils, entre tel et tel, c'est permanent. Et le Cameroun va continuer. Ils ont même réussi à
confisquer la conscience des Camerounais. Parce que quand le professeur Koumvono disait qu'il a honte du peuple camerounais, c'est en fait ce que certains ont appelé la zombification du peuple camerounais, la confiscation de sa conscience qui empêche à ce peuple ces jours-ci d'être en mouvement. Mais il faut faire attention, un peuple qui ne parle pas va réagir le moment venu. Et nous allons, à un moment donné, nous serons les protecteurs des Bidjima. Nous serons les protecteurs des Bidjima quand le peuple là va décider de les chercher dans les chambres, dans les maisons. Parce que les gars ne vont pas continuer. C'est pour cela que je suis d'accord avec le prof Bayebek quand il dit, est-ce que ce parti peut faire un bond en avant? Et ça rejoint un peu ce que disait Isomba. C'est-à-dire que, oui, ils ont gagné. Je mets gagné entre guillemets. Est-ce que maintenant, sur la base de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils écoutent, est-ce qu'ils peuvent au moins nous permettre de faire une transition minimalement pacifique? C'est-à-dire que dire, ok les gars, asseyons-nous. Parce que tout ce que l'opposition demande, tout ce que le SDF demande, c'est qu'on s'asseye, qu'on fixe pense ensemble. On pense ensemble, on fixe des règles, on dit ok, au niveau des élections, au niveau du code électoral, au niveau de la réforme de l'État, voici ce qu'on peut faire. C'est le minimum que nous demandons à ce parti. Mais quand vous les écoutez, quand vous les suivez, ils ont toujours l'impression, ils sont dans le rêve. Ils sont extrêmement majoritaires. Et c'est la force de la majorité. Dans quelques années, ensemble, nous allons Professeur faire... Kouvendor, on va sortir de l'émission justement. Est-ce que ces niveaux d'inquiétude peuvent être levés parce que la décentralisation en marche nous concerne nous tous? Oui, permettez-moi de dire que j'ai eu froid d'eau quand j'ai entendu un certain nombre de propos venant de M. Essomba qui parlait de machette. Et surtout, lorsqu'il dit que le pouvoir au Cameroun est entre les mains des petits. J'en suis un, je ne suis pas au pouvoir. Non. Ce sont de tenir ce type de discours. Il parle des bêtis qui sont au pouvoir. Comme il y en a d'autres, le pouvoir n'est pas entre les mains des bêtis. Le pouvoir n'est pas entre les mains des Bamileke, le pouvoir n'est pas entre les mains des Kirdi, le pouvoir n'est pas entre les mains des Peul. Le pouvoir au Cameroun, qui est confisqué, comme il est dit, est entre les mains d'un groupe d'individus qui, justement, pour des redondants, ont confisqué le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on en appelle à la décentralisation. Libérer le pouvoir. Permettez aux Camerounais de s'investir pour leurs problèmes, de trouver eux-mêmes des solutions à leurs propres problèmes. C'est le sens de la décentralisation. Aujourd'hui, nous parlons de la régionalisation. Peu importe si on arrive à ce qu'on appelle le fédéralisme, de toute façon, il faut le savoir. Il faut libérer le pouvoir. Le fédéralisme est la version achevée de la décentralisation. Cela ne devrait donc pas nous faire peur lorsqu'on aborde la question du fédéralisme. Mais il est important que les amis de M. Bédima comprennent qu'on ne peut pas gouverner seul. On a besoin, lorsqu'on prend son bain, lorsqu'on veut être propre, lorsqu'on veut élégant, lorsqu'on veut bien se sentir dans sa peau, on a besoin d'un miroir. Même si le miroir montre souvent à l'envers, on en a quand même besoin. C'est pour cela que je suis très gêné et j'ai honte lorsque ceux qui sont au pouvoir arrivent dans une localité, dans le Nyon-Ekele, et empêchent un petit parti pour le moment qui est en train d'émerger d'être présent au conseil régional à partir du département du Nyon-Ekele. Je veux parler ici de ce qui est arrivé au PCRN. C'est très gênant. Pourquoi étouffer cette jeunesse montante? À coup de séduction ou alors à coup d'intimidation? En tout cas, le RDPC n'avait pas besoin d'aller même faire campagne dans le Nyon-Ekele pour avoir tout à 100%. 100% est gênant parce que vous aurez besoin de ce miroir, vous aurez eu besoin au conseil régional du centre de ce petit miroir qu'on appelle le PCRN qui a été remonté. Nous devons encourager ces jeunes qui ont accepté d'entrer en politique. Ce qui est fait au PCRN a également été fait à l'UDC. Petit miroir dont le pouvoir en place avait besoin. Je ne parlerai pas du MRC dont le leader a été embastillé et a été libéré juste après les élections. Un peu pour dire, tant que nous faisons nos régionales à notre façon, vous serez
en prison, on va serait sortir. incarcéré, ça me permettrait comme à le MSC de dire un petit geste d'amitié à 2 de mes amis, parce que je ne renie pas mes amitiés, qui sont incarcérés en ce moment. Je veux parler de mon ami et frère, Fogué, qui est en ce moment à Konangui, et je lui dis un petit coucou. De même à mon ami qui est un cadet, Boubou Nissak, qui souffre, qui comprennent que beaucoup de Camerounais sont avec eux dans leur douleur en cette période de fin d'année festive pour nous. Et je sais que lorsqu'on est privé de liberté, on ne peut pas festoyer, quel que soit le moral qu'on peut avoir. Salutations donc, merci, à ces braves combattants pour le Cameroun. Merci, professeur. C'est la fin d'année, justement. C'était la dernière de cette année 2020, qui aura été une année super difficile, mais qui a connu également ces moments de bonheur. Je voulais dire merci aux organisateurs du concours qui a permis d'élire plusieurs personnalités du Cameroun, People Vision Award, dont la finale s'est tenue hier, et qui nous a consacré ce trophée de meilleur journaliste masculin 2020 au Cameroun. On leur dit merci pour cette reconnaissance, surtout celle des téléspectateurs qui ont voté pour nous élire. Parfait, vous me devez un verre à la fin de l'émission. Le second trophée, c'est l'homme public de l'année qui a été attribué à Jean-Pierre Amougou-Beninga, le président du groupe L'Anecdote. C'était hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Ça fait des étoiles. Le meilleur reste à venir. 2021 pointe à l'horizon. Monsieur, merci d'être venu sur le plateau. Très bonne année 2021 à tous. Votre nouvelle application Vision 4 disponible. Téléchargez sur vos téléphones Android ou iOS, Play Store ou Apple Store l'application Vision 4 TV. Tapez Vision 4 TV sur la barre de recherche, cliquez sur l'icône Vision 4 puis installez. À la fin du téléchargement, cliquez sur Ouvrir et suivez vos programmes en direct. Où que vous soyez, Vision 4 vous accompagne. Vision 4, la télévision africaine. C'est un Camerounais reconnu mondialement, marié et père de 3 garçons. En 1997, il est docteur en médecine après son master en imagerie médicale. En 2002, il obtient son PhD en imagerie des mécaniques impliquées dans la rupture des anévrismes et de la aorte abdominale. Consultant en radiologie, oncologie du département de médecine nucléaire du centre hospitalier de Liège. En 2015, il est agrégé en radiologie à l'hôpital universitaire du Sartillement. Travaille actuellement concomitamment au centre hospitalier du Grand-Duché du Luxembourg et à l'hôpital Reine-Fabiola où il est radiologue en chef. Collaborateur scientifique de l'Université de Liège, à son actif plus de 200 conférences nationales et internationales, 300 articles scientifiques évalués par ses pairs. Le professeur Chimilongang Alain, lorsqu'il n'est pas au chevet de ses patients, il s'adonne à ses passe-temps favoris, le football, la course à pied, le basketball et la lecture. Professeur, vous avez souvent traversé la Méditerranée pour vous rendre au Cameroun. Vous avez été invité en 2017 à l'Université de Yaoundé 1 et à l'Université des Montagnes. Quel est le bilan que vous dressez de l'imagerie médicale
au Cameroun et quelles sont les solutions pour améliorer les différents services d'imagerie médicale? Concernant spécifiquement votre question, le Cameroun n'est pas, je pense, le premier pays ou le seul pays dans lequel on souffre de problèmes de sous-équipement, notamment en imagerie. C'est un problème qui est récurrent et auquel beaucoup d'États africains notamment sont soumis. Bon, il existe des solutions et ces solutions sont globalement du côté de la gouvernance et de la planification. Donc il faut planifier et je crois savoir que le gouvernement camerounais a un plan auquel il se tient avec plus ou moins de bonheur et avec plus ou moins de retard pour ce qui est de l'équipement de ces différents hôpitaux en imagerie. Alors une autre possibilité, bien entendu à côté de ça, est la réalisation d'investissements privés. Alors je ne suis personnellement pas favorable aux investissements privés dans un domaine tel que celui